Simon Philippe, bonjour. Vous êtes le créateur, le directeur de la Peuplade. Est-ce que, déjà, merci à vous d'être présent et de nous faire cet honneur-là. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un bref historique de la maison, de la création d'entre guillemets, la ligne éditoriale, même si certaines maisons, nous le savons, n'aiment pas forcément ce mot, mais voilà, sur au moins la grille. Oui, absolument. Donc, bonjour tout le monde. Euh, la Peuplade, c'est un projet, donc là, je vous parle aujourd'hui, je suis à Chicoutimi, au Québec, au Canada. Donc, le projet de la Peuplade a commencé en 2006, donc il y a 14 ans. Je n'avais que 25 ans. C'est un projet qui est né d'un couple, donc Mylène Bouchard, qui est toujours la co-directrice de la maison, la directrice littéraire de la maison, et moi avons donc imaginé à un moment de créer une structure pour accueillir des projets artistiques et littéraires surtout, parce on était une bande de copains qui étions dans les arts visuels et la littérature. Et en fait, le projet est né de manière assez particulière, en ce sens que la maison du père de Mylène, donc, était à vendre et elle ne supportait pas l'idée que, en fait, sa maison familiale soit vendue comme ça. C'était dans un tout petit village, mais vraiment minuscule, du lac Saint-Jean, donc toujours dans cette même région ici. Et voilà, donc les frères et sœurs n'étant pas prêts à racheter cette maison avec elle, moi je lui ai dit, écoute, on fait le saut. Mais par contre, je ne suis pas intéressé d'aller travailler dans une boîte de la région ou quoi que ce soit. Donc, on crée notre propre projet. Donc, on a pris une année complète en 2005-2006 pour dresser les grandes lignes de ce que serait éventuellement la Peuplade. On organisait déjà des activités littéraires tous les jeudis dans des petits villages, aussi à Montréal, à Québec, dans des granges, aussi sur l'île d'Orléans, entre autres, à Tadoussac aussi. Donc, c'était déjà depuis assez longtemps, ça faisait partie de notre quotidien, quoi. Et c'était des micros ouverts, généralement, des trucs très sympathiques. Et puis, bref, on a donc esquissé les grandes lignes de ce que serait éventuellement la Peuplade. Et puis, on a lancé en 2006, en mai 2006, les 2 premiers titres de la maison. Évidemment, on était assez jeunes. Moi, je n'étais pas issu du milieu de l'édition non plus, donc complètement autodidacte. Donc, les premières années, je pourrais dire qu'on a fait nos armes, donc en essayant de comprendre ce monde. C'était un peu naïf peut-être au départ. Moi, je n'étais pas natif de cette région-ci, donc je venais de Montréal. Donc, c'était hors de question de créer un projet de nature régionaliste ou quoi que ce soit. Donc, forcément, il devait y avoir cette composante-là, donc qu'on puisse éventuellement traverser d'abord les frontières régionales, puis éventuellement les frontières internationales avec le projet. Donc, on a commencé doucement en finançant les premiers titres avec les ventes de livres de ces titres-là. Donc, pour en faire un nouveau, on devait vendre une certaine quantité du précédent. Donc, ça a commencé de manière très, très artisanale, quelques titres par année. Et puis, donc, nous étions dans cette maison au cœur d'un tout petit village, Saint-Henri de Taillon, près du lac Saint-Jean. Et dans le sous-sol, on a créé les premiers livres. C'était des livres de nos amis. Et puis, par la suite, très, très rapidement, on a voulu lancer la maison, donc donner le coup d'envoi de la maison dans un restaurant qui était à Montréal très, très, très réputé. Il est encore, c'était le Pied de Cochon. Et c'était des copains à nous qui avaient ce resto. Donc, ils nous ont offert gracieusement l'espace, le service et la bouffe et tout. Et donc, on a fait une grande fête pour le lancement des premiers titres de la maison. Et ça a, intrigué le milieu montréalais de l'édition tout de suite. Qui sont ces 2 jeunes qui arrivent du lac Saint-Jean avec des livres et qui lancent au Pied de Cochon. Et donc, c'était très drôle. Et tout de suite, la presse, même avec les 2 premiers titres, a commencé à s'intéresser à nos publications. Donc, ça s'est fait très, très rapidement. Et de notre côté, bien, forcément, donc on devait tout apprendre. Et donc, on a beaucoup écouté, on a beaucoup consulté des collègues. Et c'était à cette époque, au Québec, c'était pas exactement la même chose en France, mais
donc début 2000, donc de 2000 à 2008, je dirais, il y a eu une énorme explosion, en fait, dans l'édition littéraire ici. Il y avait peut-être une genre de fatigue de l'édition littéraire au Québec. C'était des maisons qui existaient depuis une trentaine d'années, généralement, qui prenaient à peu près toutes les parts du marché et tout. Et puis, il y avait vraiment une ouverture, il y avait une fenêtre là, pour publier des jeunes écrivains méconnus. Il y avait besoin de fraîcheur, il y avait besoin de nouvelles façons de faire et tout, entre autres du côté événementiel. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Et puis, on a eu la chance d'être reconnu assez rapidement. Donc, ça, c'est vraiment les premières années de la maison. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé dans les faits. Et alors, sur la ligne éditoriale? Sur la ligne éditoriale, l'objectif, c'était de publier d'abord des auteurs québécois au départ, de notre génération. Donc, on était dans la vingtaine. Donc, on était vraiment dans une logique de découverte, de talent. On a eu la chance aussi d'avoir beaucoup de propositions de manuscrits. Il y avait comme une espèce de fougue avec le projet là, et ça attirait l'attention. Donc, il y a des jeunes écrivains qui avaient envie d'aller avec nous. On a fait, dès le premier été, on a fait une espèce de tournée de tout le Québec, en fait, c'est très vaste, pour aller à la rencontre des libraires, aller à la rencontre écoutez, c'était vraiment, on faisait des lectures dans des cafés avec des artistes et tout. Et donc, de l'Abitibi jusqu'en Gaspésie, on a fait cette grande route-là. Donc, il y avait vraiment une énergie. Donc, on voulait publier au départ des poètes, des romanciers, donc de la prose, de la poésie québécoise contemporaine, c'était l'objectif. Et puis, plus la maison a évolué par la suite, suite à ces premières années-là, moi, j'ai voulu ouvrir davantage. Donc, c'était vraiment pour moi, je considère l'édition comment dire, comme un métier important pour faire découvrir des voix, oui, mais aussi de faire découvrir des histoires qui viennent de partout, de lire des histoires qui viennent de partout, d'ouvrir les consciences, de participer en fait à la société de cette façon-là. Donc, je conçois l'édition comme de l'édition monde. Donc, très rapidement, c'est ce que j'ai eu envie de faire. Par contre, à partir du Québec, c'était très compliqué d'ouvrir davantage qu'à l'édition, disons, de textes canadiens. Pour une simple et bonne raison, c'est que les maisons d'édition québécoises n'étaient pas diffusées en France du tout. Donc, pratiquement pas. Il y avait quelques ventes de droits comme ça à d'autres maisons françaises qui s'appropriaient des textes, mais somme toute, c'était vraiment très rare. Donc, publier de la littérature française à partir du Québec, c'était presque impossible, pas vraiment envisageable. Publier de la littérature étrangère à partir du Québec, c'est très compliqué parce que c'est très cher. Et puis, si on n'est pas diffusé en France, donc on a accès à un réseau de librairies vraiment minuscule comparativement à celui en Europe, francophone. Donc, nous, on a à peu près 200, 250 librairies en tout ici. Donc, c'était un projet que j'avais en tête, mais je n'étais pas capable nécessairement de le réaliser dès le départ. Donc, on a commencé à faire nos armes en traduction avec la littérature canadienne-anglaise, donc anglo-saxonne, des collègues éditeurs canadiens donc, qui nous partageaient des textes. Et puis, on a commencé à vendre beaucoup de droits aussi aux collègues canadiens qui publiaient nos livres en langue anglaise. Donc, il y a eu ces échanges-là qui nous ont permis de faire nos armes, là, comme je le disais un peu plus tôt, dans l'édition de traduction. Et par la suite, donc là, il y a plusieurs années qui ont passé. Là. Donc, de 2006 à 2013, je dirais, donc on a vraiment publié une cadence qui devenait disons, autour de 6 à 8 livres par année, avec de beaux succès à travers. Et en 2013, on a vraiment pris un virage assez important. On a changé complètement la maquette, on a changé l'identité visuelle de la maison, le logo, vraiment tout ce qui était vraiment visuel, quoi. Site web et tout. Et donc, on a donné cette nouvelle impulsion dans le but vraiment d'ouvrir davantage, de publier davantage de traductions. Et puis, j'ai commencé à voyager beaucoup à l'étranger pour essayer de trouver des textes qui n'étaient pas nécessairement sous le radar des grandes maisons d'édition françaises, dans les pays nordiques particulièrement. Pourquoi les pays nordiques? C'est parce que Chicoutimi est situé à 500 km au nord de Montréal. Et puis, je trouvais intéressant de voir de quelle manière on pouvait créer une espèce de parallèle entre les différentes littératures
du Nord, donc de notre partie du monde, à se demander s'il y avait des lignes communes, des histoires communes ou pas, de quelle manière on vivait ces paysages, ces grands espaces, ces territoires. Et l'autochtonie aussi, très présente dans les sociétés nordiques. Donc, j'ai commencé à voyager beaucoup en Islande, un peu partout, en Finlande, en Danemark, Suède et tout. Et à la recherche de textes, donc j'allais vers des petites maisons d'édition généralement ou des agents qui n'étaient pas des stars, si vous voulez, de Francfort. Euh, et puis, bref, j'ai commencé à trouver des textes comme ça. Et puis, on a décidé de lancer la collection Fiction du Nord assez rapidement, peut-être 2 ans plus tard. Donc, le temps de commencer à faire des achats de droits, trouver des traducteurs et tout. Et donc, c'est en 2017 qu'on a lancé la collection Fiction du Nord, qui est une collection aujourd'hui qui est très importante pour nous. Qui nous a fait aussi connaître en France. Donc, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Donc, on voulait amener les auteurs que nous publions du Québec vers la France, mais on voulait aussi ouvrir à la littérature française dans notre catalogue et à la littérature étrangère. Donc, avec le début du catalogue étranger et anglo-saxon, on a réussi à intéresser des diffuseurs en France pour commencer à imaginer une présence plus soutenue en Europe. Et en 2018, on a commencé à travailler avec le CDE, donc, qui est une maison de diffusion affiliée à Gallimard, qui nous a pris sous son aile, si on veut, en diffusion, en distribution. Et là, on a constitué une équipe en France. Et puis, voilà pourquoi on est réunis aujourd'hui tous ensemble, parce que on dit que ça a fonctionné, quoi. Donc, voilà. Et l'équipe de diffusion, c'est Julien qui est à sa tête, c'est ça? Non. Donc, Julien Delorme, qui devait être avec nous aujourd'hui, lui, il est directeur commercial pour l'Europe, ce qui veut dire qu'il fait un peu mon travail, mais en Europe, parce que je ne peux pas être toujours en Europe. J'y viens souvent, mais pas suffisamment pour un travail quotidien, quoi. Donc, Julien, il coordonne, si vous voulez, effectivement les échanges avec notre équipe de diffusion. Mais l'équipe de diffusion, c'est vraiment le CDE, donc qui diffuse entre autres Gallmeister, Minuit, POL, Zulma, par exemple. Et puis, donc, on est dans cette équipe au CDE. Et Julien, lui, travaille effectivement à avoir beaucoup de communication avec les représentants, avec l'équipe du CDE, tout ça, mais aussi avec les libraires, avec les gens sur les réseaux sociaux. Il est très, très, très actif là, sur le terrain aussi pour faire découvrir les titres que nous publions ici à La Peuplade. Donc, c'est un peu, c'est le pilier en France un peu de notre, de la vie des livres, si on veut, Julien. Donc, Et au Québec, Simon, vous êtes combien à travailler au sein de La Peuplade? Bon, l'équipe est à peu près moitié-moitié France-Québec. Donc, au bureau à Chicoutimi, on est 4. Donc, il y a Mylène Bouchard, l'éditrice principale. Il y a Paul Cavzac, que vous avez découvert comme romancier avec Ténèbres, qui est éditeur aussi chez nous. Donc, il travaille les textes avec Mylène. Il est français de Besançon. Là, présentement, il vit en France pour l'été, mais généralement, il est au Québec. Donc, on l'a avec nous généralement dans les bureaux. Il a tous les avantages. Ouais, voilà. C'est ici la nuit qui a écrit Ténèbres, d'ailleurs, dans nos bureaux. Et puis, il y a donc moi qui s'occupe du développement de la maison, de la direction générale. Et je suis soutenu aussi par Stéphanie Tremblay, qui s'occupe beaucoup des communications et puis qui m'assiste un peu sur différentes tâches. Les autres collègues au Québec sont des travailleurs autonomes, si vous voulez, des freelances. Donc, il y a notre graphiste, donc Julie Espinas, qui est à l'origine de toute cette belle maquette que vous connaissez, toute cette identité visuelle. Donc, elle dirige une petite boîte qui s'appelle l'Atelier 1000 et puis on est son client principal, je crois. Donc, elle est très, très, très forte. C'est une Lyonnaise, d'ailleurs, qui vit à Montréal. Donc, il y a Julie à Montréal et puis après, plusieurs personnes là, qui travaillent à la révision linguistique, aux corrections d'épreuves, à la traduction, donc ils sont tous freelance aussi. Et puis en France, il y a Julien Delorme qui s'occupe vraiment à temps complet, qui s'occupe de mener à bien la peuplade en Europe. Et puis on a Camille Polian et Sylvie Pereira
en presse, qui s'occupe de la presse pour nous, de l'agence Tram qu'elles ont créée, donc 4 amis qui ont créé cette agence que vous connaissez sans doute. Voilà, c'est pas mal l'équipe. Et puis, on travaille pour les ventes de droits avec Marie Lanurien et puis Juliane Nossa, donc à Paris, qui ont une agence qui s'appelle BAM, Books and More. Donc, ça, c'est un pan que j'affectionne particulièrement, les ventes de droits. Donc, vraiment faire voyager les textes, et je passe énormément de temps là-dessus. Et Marie et Juliane me soutiennent dans ces efforts-là. Donc, ça ressemble à notre équipe, en fait. J'espère que j'oublie personne. Et on a un lecteur de manuscrits aussi qui vient nous aider un peu une journée par semaine au bureau parce qu'il y en a trop. Donc, il fait un premier tri pour nous job de rêve. Ouais, mais c'est seulement une journée par semaine. J'aimerais bien l'avoir plus longtemps, plus confier d'autres tâches, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, c'est un libraire québécois qui vient à nos bureaux comme ça pour nous aider à voir plus clair dans les propositions. Puis, donc, il fait des fiches de lecture et tout et propose donc à nos éditeurs des textes qui, à son avis, méritent notre attention. Stéphanie? Oui, bonsoir à tous. Alors moi, j'ai fait un tour avant la rencontre sur le site internet de la Peuplade et il y a une phrase qui m'a interpellée parce que c'était noté que la Peuplade, donc, c'est une littérature actuelle convaincue, signée et nécessaire. Donc ça m'a vraiment parlé et je me suis demandé justement quels étaient les thèmes d'une telle littérature ou bien si ce n'était pas des thèmes, est-ce que ça voulait dire que c'est une littérature qui est portée par un certain souffle? Voilà, donc j'aimerais juste que vous expliquiez un peu ce que cette phrase, en fait, veut dire. Ouais, merci. Oui, effectivement, convaincu. Bon, disons que les voix qu'on publie à la Peuplade, généralement, ce sont des voix assez intenses, très poétiques, affirmées. On n'est pas dans une logique de littérature nécessairement facile ou grand public. On n'est pas dans cette veine-là du tout. Donc, on soutient généralement des textes relativement exigeants, mais qu'on travaille, en tout cas qu'on essaie de travailler à l'édition ici pour les ouvrir au maximum, pour rejoindre le maximum de lectrices et de lecteurs. Donc, souvent, ce sont des poètes qui arrivent à la prose. Souvent, on publie aussi de la poésie contemporaine. C'est des œuvres sans concession, je dirais. Donc, le souffle, le style, les sujets. Et puis, dans la veine des sujets qui sont explorés davantage, c'est toujours difficile vraiment de nommer clairement, mais disons que les grands lecteurs de la maison voient assez clairement quelques sillons qui sont travaillés. Donc, le sillon, je dirais, de l'identité. Pas les questions identitaires au niveau politique, mais de l'identité à tout point de vue. Donc, comme Liminal, par exemple, explore les identités sexuelles, entre autres, par une lecture queer du monde. Il y a le sillon, si vous voulez, du territoire, donc la vastitude, le paysage qu'on retrouve beaucoup, comment habiter le territoire aussi, comment se l'approprier. Donc, par les littératures nordiques, on arrive à beaucoup parler du territoire. Il y a entre autres, il y a quelques titres, là, j'avais sorti quelques textes à côté de moi, là, mais bon, je ne sais pas si vous avez connu Christian Aguet-Paluquin, Le poids de la neige. Il a été publié en France aux éditions de l'Observatoire, puis chez J'ai lu. La seule raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, c'est qu'on n'était pas diffusé en France à l'époque où j'ai publié Le poids de la neige. Donc on a vendu les droits à l'Observatoire, puis ensuite à J'ai lu pour l'exploitation du livre en Europe. Christian, je trouve, parle comme personne du territoire, de son incarnation. C'est très particulier vivre dans les pays nordiques, dans les grands territoires nordiques. Il y a quelque chose de dur, à la fois d'une splendeur, toutes sortes de possibilités, mais aussi vraiment l'art du peu, si on veut. Donc, il y a toute cette thématique qui est beaucoup travaillée à travers la poésie aussi. Donc, on a plusieurs poètes qui travaillent sur cette notion du paysage, du territoire, de l'appropriation des petits villages, des lieux qui sont peu souvent nommés. Sinon, je dirais les identités, les écritures féminines.
beaucoup aussi. Donc, parole aux femmes, aux autrices. Il y a une lecture féministe aussi à faire dans notre catalogue, je crois. C'est intéressant. Il y a beaucoup de liberté. On publie quelques essais, mais rarement, mais toujours avec des proses très riches, très fortes, sur des sujets aussi qui sont liés à ceux que je viens de nommer. Donc, c'est un peu, je dirais, cette espèce de notion de vérité, d'intensité aussi. Il y a une poétique qui se dégage de notre catalogue, je crois. Mais c'est toujours difficile pour moi de le nommer. Je préfère que ce soit les autres qui le nomment. C'est vrai que c'est particulier quand on est à l'origine du projet et puis des choix qui sont faits. Mais forcément, c'est un catalogue qui nous ressemble à Mylène et moi. Et maintenant, de plus en plus à notre équipe. Donc, il y a Paul aussi avec ses goûts, avec ses obsessions, qui teintent notre catalogue de plus en plus. Donc, c'est intéressant. Et puis, ça apporte une touche toute particulière, je crois, à la maison, dans le paysage éditorial. Je crois qu'on réussit à trouver notre niche, notre place. Et puis, les lecteurs savent à peu près quel type de texte ils vont trouver chez nous lorsqu'ils viennent vers un texte de la peuplade sans même connaître le livre en question. Donc, j'espère en tout cas. Oui, alors j'avais une autre question, c'est que le logo de la peuplade, c'est un phare, si j'ai bien suivi. Et je me demandais déjà pourquoi vous aviez choisi ce logo-là, parce que c'est forcément parlant. Est-ce que vous êtes une sorte de sentinelle qui veille sur la littérature? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous voyez venir? Ah, bonne question. Le phare, au départ, on voulait créer un logo un peu à l'image de la maison. Et puis, donc, Chicoutimi est sur un fjord. C'est un lieu très particulier. On est un peu loin de tout. Moi, je vis encore plus à la campagne, sur le bord du fjord directement. Donc, on cherchait une image maritime. L'idée, c'est un peu d'éclairer les lecteurs dans la nuit. J'aimais bien cette idée-là. Effectivement, il y a comme une veille qui se fait aussi, surtout sur la littérature francophone, mais aussi sur la littérature internationale qu'on publie. Donc, je cherche constamment des nouveaux textes, des nouveaux talents, souvent des découvertes, souvent des premiers romans. Donc, je scanne beaucoup, si on veut, l'actualité littéraire scandinave en particulier. J'aimerais ouvrir davantage qu'à la Scandinavie, qu'à l'Europe du Nord, mais pour l'instant, ça m'occupe pas mal. Quand l'équipe sera plus grosse, peut-être éventuellement, je créerai des fictions du Sud ou je ne sais trop. Ça me ferait du bien parfois d'avoir un peu de soleil. Mais bref, effectivement, il y a il y a une veille qui s'opère. Et puis, il y a plusieurs éditeurs, agents littéraires qui sont devenus des amis, qui me proposent des choses, des textes, des lectures et tout. Donc, j'essaie. Puis aussi, il y a tout un réseau de traducteurs à créer, donc des gens de confiance qu'on puisse, disons, s'accorder, puis avoir une confiance très forte dans leur lecture de certains textes qui ne sont pas nécessairement disponibles en langue anglaise pour que je puisse les lire. Donc, ouais, le phare, c'est un peu tout ça, quoi. C'est guider un peu les gens, c'est guider les lecteurs, c'est d'effectuer une espèce de veille, puis de rappeler à quel point le fait d'être loin de tout, donc loin des centres, très loin des grands centres, 6000 km de Paris, 500 km de Montréal, ça nous permet d'avoir une certaine, comment dire, autonomie ou particulière. Dans la solitude, il y a quelque chose de fort là-dedans. Donc, on est moins pris dans les, je sais pas, dans les, pas dans les petites guerres, mais dans les potins, dans les trucs le classique du milieu éditorial. On s'en détache toujours un peu. Pas mal même. Et puis, lorsqu'on est dans nos quartiers ici, dans notre phare, on sent qu'on peut tout faire et puis on navigue très, très librement dans tout ça. À noter d'ailleurs que le logo est différent selon le genre. Hein. Si vous le voyez derrière moi, la couleur change selon le style. Oui, la couleur change souvent. C'est subtil, en fait. Mais c'est... Ouais, voilà, effectivement. Et puis, ouais, c'est un logo avec lequel on pouvait jouer un peu. Donc, je trouvais ça. Je crois que c'est inédit dans une maison d'édition de changer de logo
selon le style, à mon sens, à ma connaissance en tout cas, j'en connaissais pas. Ouais, ben je sais pas, c'est peut-être c'est une petite gâterie pour la graphiste qui avait envie de jouer avec le logo aussi. Et puis nous, je veux dire, c'est une maison qui est multicolore, donc pourquoi pas. C'est toujours le même logo, mais c'est la couleur qui change un peu. Euh, Puis aussi le phare, juste pour terminer, ça me revient là, mais lorsqu'on cherchait, c'était ce qu'on disait de Mylène et moi, c'était que nous rassemblions toujours les gens. Donc, facilement et puis dans une espèce de camaraderie, même presque familiale, je dirais. Donc, la bande, la tribu, la peuplade d'auteurs qu'on publie. Plusieurs d'entre eux sont devenus des amis personnels, donc des amis assez proches. Et puis, il y avait cette notion-là. On a même, pour vous donner une idée de ce que ça peut de ce à quoi ça peut ressembler, chaque 2 ans, donc à tous les 2 ans, on loue une île complètement. Donc, on nolise une île sur la rivière Péribonka au lac Saint-Jean. Et puis, on invite tous les auteurs, même des journalistes, des grands lecteurs qui nous suivent, peu importe. Donc, il y a des chalets sur cette île et puis il y a une salle de spectacle, une petite salle de spectacle. Et puis, on organise de manière complètement improvisée, en 24 heures, une soirée. Donc, une soirée de performance. On essaie de se mettre en danger un peu, d'aller hors des sentiers battus. Et puis, bon, les gens se retrouvent comme ça pendant 2 ou 3 jours sur cette île. Et puis, voilà, donc c'est la peuplade qui organise tout ça. Donc, c'est une manière de nous rassembler, de vivre des choses. Donc, voilà, c'est un peu ça la peuplade aussi. C'est cette grande amitié qui nous lie et puis cette volonté de rassembler. Est-ce que vous invitez les blogueurs sur Ouais, voilà. l'île? Ouais, mais en fait, on invite les proches de la maison. Mais je me souviens, il y avait la dernière fois, il y avait quelques journalistes, il y avait 2 ou 3 libraires. C'est très ouvert, en fait, tant qu'il y a de la place pour accueillir les gens, les loger et tout. Mais ouais, donc ça s'appelle l'île du repos, mais c'est pas très reposant. Jean-Marc? Oui, bonsoir. Je ne suis pas un spécialiste de la littérature québécoise, mais vous disiez au tout début que c'était un petit marché, qu'il n'y avait pas beaucoup de librairies. Et en même temps, on a l'impression que ces derniers temps, et tant mieux pour nous, hein, on a de plus en plus d'éditeurs québécois qui viennent tenter l'aventure et qui viennent nous proposer leur production. Est-ce que vraiment il faut à un moment donné, quand on veut se développer un peu au Québec, sortir du Québec? Et puis, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal d'arriver au moment où tout le monde dit que le marché il est complètement obstrué effectivement chez nous? Est-ce qu'il n'y a pas un rêve un peu fou derrière tout ça voilà, Excellente question. Je vais tenter d'y répondre. Écoutez, il faut presque faire un petit historique de ce qui s'est passé au Québec dans les dernières décennies vis-à-vis de la France, parce que ce qui s'est un peu passé aussi en Suisse ou en Belgique, ou même, je dirais, en Tunisie, en Afrique du Nord. La France, c'est Paris, disons, est comme l'espèce d'épicentre de toutes les littératures francophones depuis toujours. En fait, c'est autoproclamé, mais bon. Il y a des littératures vivantes francophones ailleurs qu'en France et ailleurs qu'à Paris en particulier. Donc, même en France, il y a plusieurs littératures intéressantes, régionales et tout, qui sont peu visibles depuis le centre. Au Québec, en particulier, il y a eu des efforts qui ont été faits pour réussir à amener la littérature québécoise donc, dans le monde francophone. Pour moi, c'était absolument impossible d'accepter l'état des lieux, cet état de fait-là, que c'était absolument pas possible pour un éditeur du Québec, parce qu'il est au Québec, de ne pas être disponible dans toutes les librairies francophones, particulièrement françaises et belges. Donc, j'ai un peu, si vous voulez, observé ce qui s'est fait dans les dernières décennies et puis pour moi, il y avait comme une espèce d'évidence. C'est que, bon, la littérature québécoise est devenue une littérature nationale. Donc, la génération avant moi a vraiment réussi à s'assurer d'avoir une littérature forte, vivante, en santé, lue aussi par les Québécois. Parfois lue en dehors du Québec, donc ce qui est très bien. Mais
plus rarement. Et puis, les efforts qui ont été faits se sont tous soldés en tout cas, presque tous soldés par des échecs pour rejoindre donc le grand centre qui est Paris. Quand j'ai commencé en édition, jamais on nommait la France ou Paris parce que c'était comme jugé impossible. Donc, le centre, c'était Montréal. C'était comme ça. Et puis, donc, toutes les maisons d'édition hors Montréal vivaient un peu la même chose que les maisons d'édition françaises hors Paris vivent, ou donc belges ou suisses ou peu importe. Et à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas possible. Puis j'ai essayé de comprendre pourquoi, en fait. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, la littérature, comme un peu partout, elle est subventionnée par l'État. Les maisons d'édition reçoivent des subventions un peu partout, en France aussi, moins qu'au Canada, mais quand même. Et au Canada, c'est une subvention qui est offerte pour soutenir la littérature canadienne. Donc, jamais pour la développer nécessairement en dehors du Canada, jamais pour publier des traductions, jamais, bon, vous voyez un peu l'idée. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que les maisons d'édition canadiennes, que ce soit anglophones ou francophones, se sont vraiment développées sur une logique nationale. Et puis, c'est très difficile, une fois qu'on a publié que de la littérature québécoise, par exemple, ou canadienne, de venir essayer de s'installer en France si, par exemple, on a un catalogue de 20 titres ou 30 titres par année. Donc, c'est comme si on débarquait avec 20 ou 30 auteurs chaque année du Québec. Donc, ça viendrait comme un peu inondé. Puis, vu de la France, vu du centre, c'était comme impossible. Donc, il fallait faire un choix, quoi. Il fallait présenter quelques titres. L'idée en tout cas, donc il y a plusieurs tentatives qui ont eu lieu. Il y a une tentative qui a eu lieu qui a été plus, en tout cas en littérature de fiction, qui a été quand même bien menée, bien reçue. C'était les éditions Les Allusifs. C'est Brigitte qui maintenant est à la tête d'une collection qui s'appelle Notabilia, donc dans le groupe Libella. C'est une femme que j'aime beaucoup ses choix. Et elle est arrivée en France avec de la littérature étrangère. Donc, bon, malheureusement, Les Allusifs, ça s'est mal terminé, mais il y a eu vraiment quand même beaucoup d'enthousiasme et elle arrivait aussi à publier des œuvres québécoises à travers son catalogue de fiction étrangère, comme le travail de Sylvain Trudel, par exemple. Et puis, elle a eu un gros succès commercial et public et critique avec du mercure sous la langue de Sylvain Trudel à cette époque-là. Donc, je trouvais que c'était peut-être le modèle le plus intéressant, même si à la fin, bon, la maison n'a pas réussi à vivre au niveau financier. Et puis, comme nous avions à la Peuplade un catalogue d'à peu près 12 titres par année, c'est pas trop gros, qu'on publiait déjà de la littérature canadienne-anglaise, qu'on commençait à publier de la littérature nordique et que c'était nécessaire pour continuer à publier de la littérature étrangère, d'avoir accès au marché européen parce que sinon c'est trop coûteux. Donc on a vraiment besoin d'en vendre davantage de copies parce que bon, il faut payer les droits, il faut payer les traductions, après il faut faire connaître l'auteur et tout. Donc c'est très très coûteux de publier de la littérature étrangère depuis le Québec, c'est presque impossible. Et puis les agents ne nous font pas confiance parce qu'ils veulent que le livre soit publié en France aussi. Donc, les agents ou les éditeurs étrangers ne sont pas intéressés à nous donner les droits monde si on n'est pas diffusé déjà en Europe. C'est normal. Donc, l'idée, c'était de balancer un catalogue vraiment avec des propositions à la fois francophones, donc québécoises, françaises, et de littérature étrangère en traduction, donc du Nord et puis anglo-saxonne, et d'arriver avec un certain équilibre comme ça en Europe. Puis, ça nous permettait de faire découvrir vraiment des voix fortes du Québec et les livres que nous avions envie de défendre. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à intéresser des grandes maisons de diffusion françaises. Les autres qui arrivent par après, donc il y a eu un mouvement, donc lié peut-être à notre arrivée ou peut-être pas, ou peut-être que c'était dans l'air du temps, je ne sais trop. Donc, il y a d'autres maisons qui arrivent. Il y a une maison, entre autres, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mémoire d'Encrier, qui est dirigée par Rodney Saint-Éloi, qui est poète aussi, un poète haïtien qui vit à Montréal. C'est une très, très belle maison. Et aussi, un peu comme moi, il a une espèce de vision monde de la littérature et n'hésite jamais à publier un texte qui le chavire, que ce texte vienne des Antilles, qu'il vienne d'Afrique ou qu'il vienne du Québec ou peu importe, et aussi s'intéresse aux littératures autochtones. Donc, un peu tous les angles morts de la littérature, en tout cas médiatiquement, disons. Donc, j'ai bon espoir pour Mémoire d'Encrier que Rodney réussisse à vraiment faire bien connaître la maison. Vous devriez un peu jeter un œil à leur catalogue. Ils viennent d'arriver chez Harmonia Mundi, donc en diffusion chez Harmonia Mundi, donc
en France. On C'est compte tout bientôt les récent. invités. Ah, c'est une bonne idée. Puis c'est un excellent orateur, il est génial, je l'adore. Donc, il parle tellement bien, on voit ses paroles. Donc, Rodney Saint-Éloi, c'en est un qui arrive en France comme ça, qui, à mon avis, pourrait avoir du succès. En fait, c'est un peu ça que je disais, donc d'arriver avec un catalogue assez restreint, donc pas trop de titres, mais vraiment, vraiment axé sur les œuvres qu'on a envie de publier. Et puis, donc, une espèce de mélange entre les littératures francophones et traduites. Pour moi, c'était la clé. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et puis, finalement, je vois qu'il n'y a pas de différence dans la réception des textes entre ce qui est québécois, ce qui ne l'est pas. Et puis, c'est heureux. Je pense que notre génération, peut-être plus jeune, peut-être plus ouverte, à voir des textes d'arrivée de l'espace francophone d'un peu partout. Et puis, c'est pour cette raison que je crois qu'on a beaucoup de succès, en fait, avec cette opération-là. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour l'Europe. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais j'ai pris un grand détour historique, là, mais désolé pour ça. Sandra? Oui, merci. Bonsoir. En fait, moi, j'étais particulièrement sensible à vos couvertures. J'aurais bien aimé que vous développiez un petit peu plus sur vos couvertures qui me semblent à la fois sobres et puis d'une élégance esthétique, enfin, moi, qui me rendent assez sensible. Et puis, savoir aussi ce qui fait que parfois, vous choisissez des photos et puis d'autres fois, plutôt un caractère plus graphique. Voilà, un petit peu de curiosité là-dessus. Donc, la designer Julie Espinas, qui travaille avec nous sur tous les projets, donc elle est toujours consultée dès le début de la recherche pour une couverture. On a un template, comme on dit, donc on a une maquette, disons, relativement rigide, donc avec toujours ce demi-hexagone comme ça, donc en couverture. Parfois, on ose le retirer. Il n'y a pas de raison précise, dans le sens où je sais qu'il y a certains libraires, entre autres, qui essaient de comprendre, OK, le prochain titre, il n'y a pas la pastille comme ça, donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un titre plus grand public? Non. C'est une maquette avec laquelle on peut jouer. Lorsqu'on a créé cette maquette-là de couverture, le projet, c'était qu'il y ait un artiste en résidence chaque année. Donc, on offrait en fait l'espace des couvertures à un artiste chaque année. On l'a fait pendant 3 ans. Et j'ai moins aimé parce que je trouvais que les artistes n'arrivaient pas nécessairement à sortir de leur production actuelle. Donc, générale, quoi, de ce qu'ils produisent généralement. Donc, ils arrivaient mal à entrer dans les textes. Et je trouvais ça moins pertinent, moins intéressant. Donc, j'ai décidé de cesser ça. Par contre, avec Julie, on a découvert ou beaucoup apprécié le travail de quelques artistes avec qui c'était vraiment intéressant et agréable de travailler. Il y a une artiste panaméenne qui s'appelle Marie-Eri Young. C'est elle qui fait les couvertures avec des patterns, donc avec des motifs. Là, j'en ai par exemple, celui-ci. Marie-Eri, elle fait plusieurs de nos couvertures, presque toutes les couvertures de poésie. Ce qui est génial avec elle, c'est qu'elle nous propose parfois jusqu'à 60 images donc différentes. Donc, je ne sais pas comment elle fait, mais bref, elle nous propose des choses incroyables. Donc, on a des galeries de sélection. Parfois même, on retourne dans des propositions qui avaient été faites pour des livres antérieurs. Donc, est-ce qu'on peut donc un peu entrer dans cette recherche-là davantage et tout. Donc, elle est très, très, très généreuse. Elle est hyper talentueuse. Il y a un côté pop dans ce qu'elle fait. Il y a aussi une profondeur. Ça nous branche vraiment. Donc, on travaille avec cette Est-ce qu'elle lit les textes? Pardon, Simon. Est-ce qu'elle lit les textes? Non, ce qu'on fait, c'est que donc elle parle pas français. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lui propose un document, donc avec des extraits traduits en anglais, le résumé traduit en anglais, et puis on l'appelle parfois ou on lui écrit là, pour lui parler du texte en question. Et on cible des couleurs du texte. Donc, ça, c'est toujours c'est un peu particulier, là, mais on dit, disons, ce livre, il est jaune. Tu sais, Donc, et on cible aussi quelques images qui pourraient être travaillées ou des idées de motifs qui pourraient être travaillées.
Donc ça, c'est avec Marie Herry. On travaille aussi présentement avec une photographe qu'on aime beaucoup, beaucoup. C'est le cas, entre autres, avec le livre Les Falaises, que plusieurs d'entre vous avez lu. Donc ça, c'est Raymonde April. C'est une photographe contemporaine qui a fait un travail exceptionnel en photographie toute sa vie. Elle a été exposée aussi dans les grands musées et tout. Elle est hyper, hyper généreuse aussi. Donc, c'est très facile de travailler avec elle. Elle a une banque immense d'images. Et depuis peu, je dirais, on travaille, ça fait trois livres qu'on fait avec lui. Donc, Stéphane Poirier, qui est un illustrateur que j'adore, donc qui a illustré Ténèbres et puis Le Lièvre d'Amérique, qui est notre prochain grand succès, j'espère, pour la rentrée. Donc, de Mireille Gagné. Donc, c'est Stéphane Poirier. Il travaille beaucoup autour des animaux. Donc, lorsqu'il y a un texte qui peut lui correspondre, en fait, on va vers lui et puis lui, effectivement, lit des textes aussi. Donc, c'est toujours intéressant. Et avec lui, donc en illustration, on préfère ne pas mettre de pastilles, notre fameuse signature graphique, pour laisser toute la place à l'illustration. Mais généralement, on revient toujours avec notre fameuse pastille qui nous distingue bien sur les tables des librairies. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe, généralement pour la création des couvertures de livres. Mais c'est un ping-pong, en fait, très long, très fécond avec notre designer, les artistes, et puis surtout Mylène Bouchard qui s'occupe généralement du travail sur les couvertures. Juste, Anthony, au niveau des photos, c'est encore une autre personne, un autre artiste, un photographe? Donc, Raymonde April, la photographe avec laquelle on a travaillé beaucoup dernièrement, mais ça peut être différents photographes. On travaille aussi avec une photographe islandaise qu'on aime beaucoup. C'est elle qui vient de réaliser la couverture pour le titre de septembre, La fenêtre au sud, de Gerdir Eliasson, un écrivain islandais. Donc, on aime bien travailler aussi avec des artistes liés de près ou de loin au texte. C'est elle qui avait fait aussi la couverture du livre Au bord de la Sanda. Donc, il y a une galerie comme ça d'artistes, de photographes, d'illustrateurs avec qui on aime beaucoup travailler, mais on n'est jamais fermé à ouvrir davantage. Donc, il va toujours y avoir des nouveaux artistes qui vont apparaître. Mais on tente tout de même de créer une certaine unité, mais que ce ne soit pas trop uni, justement, pour qu'on puisse quand même surprendre. Donc, à travers cette unité-là graphique. Donc, c'est toujours un équilibre. C'est la même chose qu'avec les textes. Donc, il faut équilibrer ce qu'on propose dans une année, dans une saison, pour que tout puisse se répondre, qu'un texte ne puisse pas empiéter sur un autre, sur le même public exactement. Donc, on essaie on est très sensible à ça. Donc, c'est peut-être même hyper sensible à ça. Alicia? Bonsoir, je suis en direct avec le chat du coup. Je rebondis sur un précédent point, enfin deux précédents points qui étaient du coup sur les écritures féminines. Donc est-ce que, outre les falaises, j'y reviendrai, est-ce que vous en avez une à nous recommander dans votre catalogue? Et en parlant des falaises, je suis en pleine lecture. Pardon, tu peux pousser, s'il te plaît. Et je voulais savoir comment vous aviez rencontré l'autrice. Je trouve ce livre hyper fort. Donc voilà, je voulais savoir comment s'était passée la rencontre. Merci. D'abord, pour les falaises, Virginie de Champlain, c'est une proposition de manuscrit. Donc, on adore ça quand ça arrive. Il y a beaucoup de jeunes écrivains québécois qui viennent vers nous systématiquement parce qu'ils aiment la maison, parce qu'ils s'y reconnaissent, parce qu'ils lisent les textes. Donc, il y a comme sans doute qu'elle nous avait écrit de lettres qui nous expliquaient tout ça. Moi, je travaille pas beaucoup avec les manuscrits, honnêtement, mais donc c'est pas moi qui ai lu le manuscrit en premier, mais c'est effectivement vraiment une proposition par la poste, comme on adore. Ça se passe pas souvent, hein? Donc souvent c'est par personne interposée qui finalement... et aussi, c'est une maison d'auteurs, donc forcément on suit nos auteurs qu'on a commencé à publier, ils restent avec nous généralement, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc vraiment, je la connaissais pas du tout. Et on s'est rencontrés par la suite. Donc
et puis, ça s'est hyper bien passé. Donc, elle est très, très généreuse. Ça a été un plaisir de travailler avec elle, sur l'édition aussi. Elle est géniale, cette fille. Hein. Donc, oui, les falaises. Et puis, sinon, ben, dans les écritures, je vais me retourner un peu pour essayer de voir ce que j'ai. Ben, il y a, entre autres, Catherine Voyer-Léger, Prendre corps, qui est un texte très particulier. C'est en fragments comme ça. Donc, ce sont toujours une partie du corps. C'est toujours une partie du corps qui est travaillée sur chaque page avec une franchise désarmante, une poésie aussi. C'est vraiment super fort. Et puis, il y a comme vraiment tout un jeu aussi graphique dans l'objet. Ensuite, il y a, ça c'est peut-être vous voyez léger, Prendre le corps. Sinon, je pense à un texte qui... je ne l'ai pas ici. Attendez, laissez-moi une seconde. Je reviens. Ça sera pas long. Pour les questions, il y aura Anne et Rita après. Hein. Je ne suis pas tardé à partir, mon coup. Donc, couverture rose. Je ne sais pas penser ma mort. Donc, c'est un récit de Marisol Drouin. On a publié d'elle un court roman il y a plusieurs années et puis elle est revenue vers nous avec ce récit qui est vraiment, vraiment puissant sur l'écriture, sur le fait d'être mère, sur la maternité, effectivement, sur le corps. C'est vraiment très, très fort. Je ne sais pas penser ma mort. C'est sans concession, c'est écrit d'un jet. C'est vraiment, on a essayé de diriger l'édition pour que ça altère le moins possible l'espèce d'intensité, la colère, la vie de cette écriture-là. Et puis Marisol, d'ailleurs, revient à l'automne avec un livre de poésie, son premier livre de poésie, qui s'appelle « Lola et les filles à vendre », très intense, entre autres sur la pornographie. Et puis Volupté de Marianne Apostolides, que j'aime beaucoup, qui est aussi une collection de récits, si on veut, donc c'est presque des nouvelles. C'est un très beau texte anglo-saxon, donc c'est une autrice de Toronto et j'ai beaucoup aimé. On a publié aussi un autre texte d'elle qui s'appelle « Elle nage ». Elle nage, c'est... donc, il n'a pas été présenté à l'Office comme ça en nouveauté en France parce que c'était antérieur à notre arrivée en France, mais entre autres, Elle nage et Volupté, ce sont vraiment des textes très, très forts. Dans Elle nage, c'est une femme qui est dans la piscine, en fait, et puis elle a sa fille donc, qui la regarde nager, et puis elle fait des longueurs dans la piscine, et puis elle doit prendre la décision, est-ce que je vais quitter mon mari, en fait, au bout du nombre de longueurs qui représente son âge. C'est très, très fort. Donc, tout le roman se passe dans ces 39 longueurs de nage, de crawl. Et puis, il y a toute cette écriture qui est liée au crawl, donc au mouvement vraiment de l'eau, des bras. Tout ça, c'est très, très bon. Donc, voilà, ça fait partie de cette veine, si on veut, des écritures féminines. Mais c'est un thème qui est très, très cher à Mylène, notre éditrice, et qui fait toujours des recherches dans ce sens-là. Donc, voilà. Anne? Bonsoir. J'ai deux questions. La première, je reviens sur un chiffre que vous avez évoqué qui est celui d'une douzaine de parutions par an. Savoir si c'était une volonté, une limite que vous vous donniez. Voilà, je voulais savoir ça. Et la deuxième, ça concerne ce que vous publiez, les livres qui viennent d'Islande, que vous publiez, vous dire que j'attends avec impatience Fenêtre au Sud, que je lis en ce moment celui-ci, La dernière déclaration d'amour, et qu'on a en France énormément de littérature islandaise, mais je trouve qu'il y a vraiment un ton dans les auteurs que vous publiez qui viennent d'Islande. Je sais qu'en Islande, il y a pas plus de 400 000 habitants, ou comment fait-on pour trouver encore des plumes islandaises qui soient aussi uniques par rapport à ce qu'on lit d'habitude. Voilà. J'adore vos questions. Je vais commencer par l'Islande. C'est un pays que j'aime beaucoup. C'est en fait même, je dirais que Reykjavik est peut-être la ville qui me ressemble le plus. Je suis allé vraiment souvent.
La première fois que j'y suis allé, j'avais lu beaucoup de textes islandais qui n'étaient pas encore traduits en France. Donc, je cherchais, avant de partir en voyage, à rencontrer justement des écrivains, des éditeurs de plus petites maisons aussi. Il y a énormément de vie littéraire, une vie littéraire tellement riche à Reykjavik, c'est hallucinant. On dirait que tout le monde écrit, et bien en plus. Il y a vraiment une culture de la littérature là-bas et c'est une ville vraiment que j'adore. Donc, voilà, j'avais lu beaucoup, je savais un peu où je m'en allais. C'est des textes qui généralement avaient déjà été traduits en anglais que je pouvais lire. Ou voilà, surtout. Et puis, donc, j'étais en communication avec quelques personnes qui me nourrissaient en textes qui pourraient potentiellement m'intéresser. Donc, quand je suis arrivé la première fois en Islande, j'ai tout de suite rencontré quelques éditeurs, des gens du milieu, bon, des politiques, si vous voulez aussi, là, donc l'ISLIT, une espèce de conseil des arts islandais, si vous voulez, pour la littérature. Et puis, donc, j'ai essayé de rencontrer des auteurs, que les auteurs me parlent de leur lecture et tout aussi. Et j'avais repéré d'abord Gyrðir Elíasson. Donc, Gyrðir Elíasson avait été traduit une seule fois en France avec un livre qui avait gagné le prix littéraire des pays nordiques. Donc, le Conseil des pays nordiques, c'est l'équivalent du Nobel scandinave, si vous voulez. En 2011, avec ce texte-là, c'était des nouvelles. J'ai détesté la traduction. C'était publié chez Books. Je ne connaissais pas. Puis, bref, j'étais un peu fâché parce que je me suis dit, j'aurais publié ce texte-là avec plaisir. Et puis moi, tout ce que je lisais en anglais, je trouvais d'une richesse incroyable. Ça me fascinait. Donc, il y avait peu de choses qui étaient disponibles en anglais en même temps. Donc, j'avais très hâte d'essayer de rencontrer cet auteur-là. Et puis, j'ai rapidement compris que c'était une espèce d'ermite qui ne parlait à personne du milieu, qui faisait jamais d'apparition publique et tout en Islande. Donc, c'était un peu comme un mythe. Mais j'ai rencontré son éditeur. Et puis, c'était une histoire vraiment particulière. C'est que donc, Gyrðir, il a été publié par une grande maison qui a été victime, si vous voulez, de la grande faillite islandaise de 2008 pendant la crise financière. Donc, tous ces textes, donc les droits ils sont revenus, si vous voulez, et les droits de traduction avaient été assez mal travaillés à travers le temps, dans les 2 dernières décennies. Et puis, il a décidé de confier tous ces droits à son ami qui s'appelle Adalstein Asberg Sigurdsson, pour qu'il devienne son agent. Mais Adalstein, c'est un éditeur de poésie et de jazz, donc de musique jazz. Il fait genre 3 livres de poésie par année et puis 2-3 albums. Donc, on s'entend que c'était comme peut-être pas le choix le plus judicieux nécessairement. Par contre, il est animé d'une fougue et d'une intensité, ce monsieur que j'adore. C'est aussi un écrivain. Et donc, j'ai rencontré Adalstein dès le départ en Islande, qui m'a tout de suite le lendemain invité encore chez lui pour rencontrer Gyrðir Elíasson. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à passer en revue tout ce qu'il avait fait en termes de livres dans sa carrière. Il a publié beaucoup de poésie, des nouvelles et des romans. Et j'ai décidé de publier... en fait, tout ce que j'avais lu était extraordinaire, donc je n'étais pas mal à l'aise de publier un texte que je ne pouvais pas lire en entier dès le départ, parce que tout n'était pas disponible en anglais. Il y avait une grande traductrice qui s'appelle Katrin Eyjolfsson, qui vit à Reykjavik, que j'ai pu rencontrer aussi à ce moment-là. C'est une femme qui est très âgée, elle est dans les... Je crois qu'elle a 84 ans aujourd'hui. Donc, qui voulait traduire depuis très longtemps Gyrðir Elíasson. Donc, on a discuté avec elle aussi. Et puis, j'ai posé des questions à tous les écrivains que j'ai rencontrés, à savoir quel titre de Gyrðir Elíasson ils se rappelaient et ils aimaient davantage et tout. Et j'ai commencé donc à la suite de ces échanges-là avec le milieu littéraire, à publier son livre vraiment de jeunesse qui s'appelait Les Excursions de l'Écureuil. Un tout petit roman magnifique, très étrange sur la vie d'un jeune Islandais qui vit dans un hameau au nord de l'Islande. Et puis qui verse complètement dans l'imaginaire. C'est le texte un peu fondateur de son œuvre. Donc, j'ai publié ce texte-là en premier. Et par la suite, on a décidé de continuer à publier toute sa prose, en fait. Donc, là, on est dans un cycle de trois romans.
qui a commencé avec Au bord de la Sanda, ensuite La fenêtre au sud, qu'on publie le 10 septembre. Et puis, c'est un cycle sur la solitude et la création. Et puis, il va y avoir un troisième roman aussi qui est lié à ce même cycle-là. C'est pas une suite, c'est vraiment des livres indépendants, mais ça fait partie d'un espèce de cycle romanesque. Donc, c'est un peu comme ça. Et puis, j'ai rencontré aussi, à un moment donné, j'étais, donc, à force d'y aller, c'est un tout petit milieu, donc je me suis ramassé chez le président islandais dans une petite réception. Et puis, donc, il décernait un prix de traduction, donc dans sa maison, c'est génial. Et bref, dans la bibliothèque du président d'Islande, j'ai rencontré un autre jeune écrivain qui s'appelle Dagur Hjartarson. Donc, le livre que vous êtes en train de lire, La dernière déclaration d'amour, c'est de lui. Et c'était le très bon ami de quelqu'un que je connaissais assez bien en Islande, qui est un artiste, musicien et écrivain aussi, qui s'appelle Ragnar. Et ces deux-là, ensemble, avaient créé une toute petite maison d'édition qui s'appelle Moon, ou entre Moon Publishing, ou je ne sais trop en islandais. Et donc, il publie à la pleine lune seulement des inédits d'écrivains islandais. Et puis, on ne peut qu'acheter le livre durant le cycle donc, de cette nuit de pleine lune. Et ensuite, il brûle tous les exemplaires restants. Donc, c'est assez fascinant. Donc, je parlais de ça avec lui dans cette bibliothèque. Et puis, finalement, j'ai pris la décision d'explorer davantage son travail. Et puis, j'avais un collègue que je connaissais bien, un jeune traducteur de l'islando-français. Ils sont 3, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Qui m'a dit oui, il faut absolument traduire ça. Donc, on a commencé à travailler avec Dagur Hjartarson. C'est souvent des espèces de rencontres comme ça, très organiques, mais avec beaucoup de recherche. Donc, c'est ce qui m'amène à trouver des voix comme Nivia Corneliusen au Groenland, par exemple, ou encore Aki Ollikainen en Finlande, que j'aime beaucoup. Donc, je cherche comme ça, donc directement sur place, donc je voyage énormément. Et puis, il y avait une autre partie de la question qui était sur les 12 titres. 12 titres, oui. C'est pas une règle, c'est un équilibre, je dirais. Pour moi, on entend souvent, vous allez souvent entendre parler des éditeurs dans Varions les éditions, comme ça, dans cette série-là, qui vont dire on préfère publier peu, mais mieux, ou en tout cas, dans cette logique-là. Je l'entends beaucoup chez les collègues et tout, mais pour moi, publier mieux, c'est vraiment d'investir énormément pour chaque livre publié. Donc, c'est pas tout de ne pas publier beaucoup, c'est vraiment de dire comment on accompagne un livre, comment on réussit à créer une carrière internationale pour un écrivain, comment on fait pour rejoindre les lecteurs, les lectrices partout, trouver le lectorat pour chaque livre, se réinventer, vraiment assurer une carrière à chacun des titres qu'on publie. Donc, je ne suis pas capable d'en faire plus que 12. Si je fais bien mon travail, en fait, avec l'équipe que j'ai, je n'arrive pas à en faire plus que 12. Même, je dirais 8, ce serait l'idéal, mais à cela, j'ajoute la poésie qui se comporte un peu différemment. Donc, c'est plus par grappe de lecteurs. Donc, c'est différent à travailler. Mais je dirais, en roman, je ne peux pas en faire plus que 8 par année parce que sinon, il y en a un que je ne travaillerais pas bien, puis, ou 2 ou 3. Puis, pour moi, ce serait un péché incroyable. Donc, on s'efforce vraiment de donner tout l'investissement personnel, mais aussi en financier pour accompagner les œuvres. Voilà. Donc, la vie des livres, en fait, nous oblige à publier peu si on veut bien s'assurer que vie il y a pour ces titres-là. Rita? Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. Alors, j'ai vu que vous aviez 6 titres à venir pour été-automne 2020. Vous en avez parlé un petit peu en partie là précédemment. Et ma question, c'est en fait, si vous pouvez nous en parler peut-être un petit peu, et par la même occasion, ce qui vous a touché particulièrement dans ces textes pour décider de les publier. Bonne idée. En fait, on publie cette semaine un livre de poésie d'une jeune autrice québécoise qui vient d'un tout petit village qui s'appelle Natashquan. Natashquan, c'est le bout de la route. Donc, si on prend vraiment la route de Montréal et puis qu'on se dirige sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent, donc qui est devenu pratiquement la mer à cet endroit-là, on fait 1500 km, je crois, un truc comme ça. Et puis, on arrive à Natashquan, le bout de la route, et ensuite, on doit rejoindre les autres communautés par bateau ou sur une route blanche en motoneige l'hiver. Et donc, c'est très rare qu'on ait accès à de la poésie
de ces endroits vraiment reculés. Donc, on était très, très, très heureux d'accueillir chez nous Christina Gauthier-Landry avec son livre « Et arrivé au bout, nous prendrons racine ». Donc, ça sort on est le 14, dans 4 jours en France. Donc, ça, c'est une chose. C'était censé être publié durant le confinement, mais bon, on a reporté ce texte-là, forcément. Ensuite, disons, le principal enjeu, si vous voulez, de notre prochaine rentrée littéraire, c'est le Lièvre d'Amérique, que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Donc, voici, de Mireille Gagné. Mireille Gagné, c'est une autrice québécoise aussi, qui a publié de la poésie auparavant dans une autre maison d'édition, et puis qui est venue vers nous pour publier son premier roman. Donc, le Lièvre d'Amérique, c'est vraiment génial. En fait, nous, on est tombé, ça a été un coup de cœur de l'équipe au complet, et puis on s'est même dit que ça va être un enjeu de rentrée littéraire, assurément. C'est une femme, en fait, qui s'appelle Diane, le personnage principal, et donc on la rencontre à l'âge adulte. Elle vit dans une espèce de pression de performance constante, au travail particulièrement. Elle veut être parfaite, elle veut toujours faire mieux, elle veut toujours en faire plus. Donc, elle est vraiment dans une espèce dans comment dire, un rythme effréné de vie. Elle vit dans son espèce d'appartement parfait, bien décoré, bien lumineux, tout ça. Elle a des TOC, donc des troubles obsessionnels, des compulsions de toutes sortes. Donc, elle est vraiment dans cette logique de performance ultra contemporaine, si on veut. Et puis, elle décide de subir un étrange protocole, donc une intervention chirurgicale. On ne sait pas trop. On voit bien que c'est un peu louche, que c'est fait au privé et tout. Et donc, elle va subir cette intervention dans le but d'être encore plus performante, de pouvoir dormir moins, d'avoir les sens plus aiguisés, tout ça. Et donc, on la rencontre donc, en convalescence de cet épisode. Et en parallèle, on la suit dans un moment très, très fort de sa vie, peut-être un moment fondateur de son existence, et à l'adolescence, où elle rencontre sur l'île où elle est née, donc ça s'appelle l'île aux grues. Cette île existe réellement dans le golfe du Saint-Laurent. C'est magnifique, c'est tout petit, en fait, il y a très peu de gens qui y vivent. Et puis, donc, elle est vraiment née à l'île aux grues, Mireille Gagné, donc c'est vraiment une fille de cette île. Et donc, elle rencontre, donc, ce personnage de Diane, adolescente, rencontre Eugène, qui est un jeune homme qui arrive de la ville, un peu problématique, on ne sait pas trop. Donc, ses parents décident de s'installer sur l'île, vraiment pour protéger leur fils. Il est très intense, c'est très intéressé par la faune, la flore locale et tout. On dirait que rien ne l'arrête. Donc, il est fasciné par les éléments, les tempêtes. C'est un être vraiment tempétueux. Et il va y avoir une espèce de collision ou en tout cas une attraction très forte entre les deux personnages et une disparition. Donc, c'est autour de ces deux moments très forts de l'existence de Diane qu'elle va vivre donc une transformation et un certain appel de la forêt. Je ne peux pas en dire vraiment plus parce que c'est un roman assez court, mais c'est vraiment génial, génial. Puis ça met vraiment en perspective nos vies folles, en fait. Ça nous pose bien des questions. Et puis à date, tous les lecteurs qui l'ont lu, l'ont lu d'une traite, souvent en une nuit. C'est un livre qui reste en nous, qui nous questionne. Et puis c'est aussi basé sur une légende autochtone, algonquine. Donc, pleine de sagesse. C'est très, très beau. C'est tout. Au niveau stylistique, c'est parfait. L'écriture est là, c'est poétique, c'est fort. C'est vraiment un texte dont on s'imprègne avec joie. Ensuite, il y a la fenêtre au sud. Donc, ça, c'est donc le Lièvre d'Amérique, c'est le 20 août. Ensuite, la fenêtre au sud de Gerdir Eliasson, dont on a parlé un petit peu. Donc, dans celui-ci, donc vous comprenez pourquoi je le publie. Donc, dans celui-ci, on suit un écrivain. Donc, dans le précédent, au bord de la Sonda, c'était un peintre dans une caravane qui tentait d'arriver à peindre en lisant les biographies des grands peintres et aussi en se promenant dans la forêt en solitaire. Toujours cet humour noir dans le travail de Gerdir Eliasson, ce silence incroyable qui réussit à insuffler entre chaque phrase. C'est un peu le même cas dans La fenêtre au sud. Donc, c'est un écrivain, cette fois, qui essaie d'écrire l'histoire d'un couple dans un hôtel qui tente, en fait,
raviver un peu la flamme de leur union, qui sont à l'étranger. Et puis voilà, donc lui, cet écrivain est en Islande, dans un tout petit village, un petit hameau, une espèce de station balnéaire qui finalement se vide complètement l'hiver. Il y a seulement à peu près des gens à peu près pendant 3-4 mois par année, un petit café qui est ouvert seulement pendant cette période. Sinon, il n'y a rien, que des escarpements, des falaises, la mer, des plages de sable noir et ces maisons noires aussi dans lesquelles il réside. Et donc, il tape sur sa vieille machine à écrire Olivetti ce roman, et puis il manque d'encre de plus en plus, et finalement, il va en arriver qu'à patauger sur des feuilles blanches avec plus d'encre. En tout cas, c'est très, très fort, toujours de l'humour noir. C'est un peu notre Murakami, je dirais, islandais. Il y a quelque chose d'étrange, une prose très riche, et il réussit à nous emmener avec lui. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, donc La fenêtre au sud. Ensuite, on se dirige, La fenêtre au sud, c'est le 10 septembre. Ensuite, on publie un texte vraiment très particulier, un inclassable, je dirais. On en fait quelques fois comme ça, des livres objets étonnants, magnifiques et tout. Donc là, c'est un auteur qu'on accueille. C'est un auteur qui a publié plusieurs livres aux éditions du Cartanier au Québec. Et il s'appelle Marc-Antoine Kaffaneuf. Et cette fois-ci, ça s'intitule « Le carrousel encyclopédique des grandes vérités de la vie moderne ». Et donc, c'est comme, on pourrait dire, des aphorismes. C'est pas vraiment des vrais aphorismes, mais bon, c'est toutes sortes de moments, de phrases un peu improbables, toutes les plus fausses, des vérités fausses, en fait, qui font sourire, qui font rire, qui font réfléchir. Donc, c'est un gros livre, un livre-objet qu'on laisse sur notre table de chevet et puis qu'on reprend avec bonheur pour... Je ne sais pas, pour rentrer là-dedans, c'est une critique en même temps de notre société, c'est les sens hyper aiguisés, c'est vraiment très, très bon. Donc ça, c'est donc ni poésie, ni prose, on est vraiment dans une espèce d'entre-deux. C'est un artiste très connu pour toutes sortes, pour mettre en scène des listes de toutes sortes. Et son médium de prédilection, c'est la littérature. Est-ce qu'on est dans la veine de Charles Sagalan? Tout à fait. Donc, on est dans des écritures expérimentales. Charles est plus proche de la poésie que Marc-Antoine Kaffaneuf peut l'être, mais effectivement, ce sont deux œuvres qui se répondent, vraiment. Donc, on est dans cette zone de notre catalogue, effectivement. Donc, je crois que ça va être vraiment un très, très beau texte à découvrir pour tout le monde. Sinon, en poésie, on revient donc avec Marisol Drouin, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, Lola et les filles à vendre. Donc, premier recueil de poésie. On dit pour conjurer tous les mauvais sorts. C'est un beau livre. Si vous avez aimé la poésie chez nous, l'exemple de Marie-André Gill, Chauffe-le dehors. Je ne sais pas si je l'ai ici. Magnifique, Chauffe-le dehors. C'est beau, hein? Magnifique. Ouais, ça, c'est vraiment un joyau de la littérature autochtone, québécoise, poétique. C'est un best-seller hein, ici. Donc, je sais qu'en France, c'est difficile pour la poésie contemporaine d'exister en librairie, mais pour nous, Chauffer dehors, c'est des milliers d'exemplaires vendus. Là. C'est vraiment... elle a fait tous les covers des journaux lorsqu'elle a sorti ce livre. Donc, c'est Chauffer dehors, il faut absolument lire ça. C'est très, très beau. Elle en parle très bien. Ouais. Oui, on va l'entendre lire d'ailleurs, je crois, la semaine prochaine, là, mais j'essaierai de retrouver l'information puis vous l'envoyer dans une lecture publique en direct. Sinon, on revient avec un roman qu'on a déjà publié, mais qui n'a jamais été présenté en France, donc dans une édition augmentée. Ça s'intitule La Garçonnière. C'est de Mylène Bouchard, donc notre directrice littéraire, qui publie ses romans à la Peuplade. Elle publie aussi des livres, ses essais dans une autre maison d'édition et sa poésie chez Mémoire d'Encrier. Elle a toujours voulu garder ses romans donc à la Peuplade pour l'instant. Ça s'appelle La Garçonnière et c'est un livre qui a très bien fonctionné ici, qui existe en poche au Québec, mais qui a vraiment été aucunement lu en France. Donc, on le ressort avec une nouvelle couverture signée Marie-Héry Young. Et donc, on aura l'occasion de vous en reparler, mais ça, c'est prévu pour la fin octobre. Donc, c'est un petit peu plus tard. Sinon, dans les prochains temps, il y aura un nouveau livre de Juliana Léveillé-Trudel, un roman. Donc, vous aviez peut-être découvert Mirlite, qui a été repris en folio récemment. Donc, Juliana revient avec un nouveau roman qui se déroule toujours dans les terres nordiques. Sinon, Christian Gué-Poliquin,
que vous avez connu avec Le Poids de la neige. Donc, il revient chez nous, donc à la Peuplade, avec un 3e roman. Pour la rentrée suivante, je crois seulement, par contre, donc c'est dans un an. Mais c'est un roman très, très ambitieux sur lequel il travaille depuis plusieurs années. Donc, on a vraiment très, très hâte de le publier. Et puis, c'est un peu notre star de la maison d'édition La Peuplade. C'est l'auteur le plus lu, traduit dans 15 langues, vendu à travers le monde. Il y a un film, un long-métrage en préparation en France. Donc, c'est toute une histoire. Donc, on est très, très heureux de publier encore Christian Guay-Poliquin pour son nouveau roman. Et puis, toutes sortes de belles découvertes comme ça qui s'en viennent. Il y a, entre autres, j'ai acheté les droits d'un texte finlandais, en fait, Lapon, de Laponie, qui est extraordinaire. Je crois que ça va s'appeler La pêche au petit brochet. C'est génial, génialissime, je dirais. C'est un premier roman d'un journaliste Lapon qui s'appelle Giovanni Carilla. Et puis, donc, le texte est en traduction là, présentement. Je ne sais pas exactement la date de sortie du livre, mais j'ai très, très, très hâte de publier ça. C'est complètement fou. Il y a plein de monstres, de créatures mythologiques. Lapone, c'est juste trop, trop génial. Et puis, une action impossible là-dedans, une prose riche, c'est très, très beau. Donc, voilà, c'est le genre de choses qui s'en vient à la Peuplade dans les prochains temps. Alors, avant que j'oublie, on a pour coutume de faire une photo de groupe. Donc, voilà, on l'a fait maintenant et puis on continuera après. Comme ça, on est paré. Alors, voilà. Hop. Alors, vu qu'on est très nombreux, j'ai plusieurs photos à faire. Hein. Attendez. Hein. C'est bon, super. On peut continuer. Génial. Alors, justement, est-ce que Charles Sagalan est sur la confection d'un nouveau roman ou d'un nouvel objet littéraire? Parce que j'ai eu la chance de le rencontrer il y a un an grâce à Léa et Camille, justement. C'est un personnage déjà attachant et surtout, c'est un véritable poète. Charles travaille sur un livre très important pour lui, un projet qu'il cultive depuis plusieurs années qui s'appelle la Bibliothèque de survie. Il pose des bibliothèques de survie un peu partout au Canada, en fait. Donc, vraiment d'un océan à l'autre, dans des lieux précis, dans des lieux sauvages, généralement presque inaccessibles. Et donc, propose de la littérature soit contemporaine ou, en tout cas, des œuvres qui l'ont marqué, liées à ce territoire-là, aux passants potentiels qui pourront peut-être donc arriver en ces lieux et prendre un livre. Et puis, il l'invite. C'est aussi un peu sous la forme de géocaching. Donc, il y a des points donc GPS sur chacune de ces bibliothèques de survie et on peut donc les visiter comme ça pour les fans de son travail. C'est sur son site Internet. C'est complètement fou. Et en fait, le prochain livre de Charles, c'est vraiment autour des bibliothèques de survie. Donc, c'est en prose cette fois. Il a donc invité des collègues écrivains, surtout des écrivains, à l'accompagner dans des grandes randonnées avec lui sur des lacs, dans des grottes, un peu partout, pour donc poser ces fameuses bibliothèques de survie. Et donc, il prend des nouvelles de ces bibliothèques aussi parce qu'il y a des gens il y a un aller-retour comme ça d'informations qui se fait via son site et il les visite de temps en temps ou demande à des écrivains d'y aller. Donc, et les gens notent comme ça dans les livres qu'ils ont pu consulter des petits mots. Voilà, il y a toutes sortes d'histoires. Il y a des jeunes qui ont brûlé des bibliothèques. Parfois, c'est le vent. Parfois, il y a des choses extraordinaires qui se passent, des grandes rencontres entre des randonneurs et puis un livre. Donc, voilà, ce sera vraiment son grand projet Bibliothèque de survie qui sera publié l'année prochaine. Ouais. Et j'ai vu aussi parmi vous qui avez montré des livres de Tove Jansson, donc Tove Jansson qu'on publie à la Peuplade. Donc, je voulais juste dire un petit mot là-dessus parce que c'est quand même une belle histoire aussi. J'étais à un moment donné justement à Reykjavik et puis les Moomins, donc que vous connaissez sans doute en littérature jeunesse, sont hyper populaires dans les pays nordiques. C'est fou, en fait. Il y a
les gens vouent un culte, pas seulement les enfants, mais vraiment les adultes aussi, aux Moomins et puis à l'œuvre de Tove Jansson. Et puis, à un moment donné, je me rends compte, via une agente qui est une amie, que la majorité des textes de fiction adultes de Tove Jansson n'ont jamais été publiés en français. Donc, je ne pouvais pas l'imaginer parce que moi, j'avais eu accès à ce qui existait finalement et puis je ne savais pas du tout qu'il y avait plusieurs inédits. Et donc, j'ai pris la décision de publier en fait toute l'œuvre pour adultes en fait, de Tove Jansson avec l'agente. Donc, il y a un partenariat qui est fait avec le livre de poche qui publie aussi certains textes, qui a publié certains textes. Et puis, donc, le livre de poche reprend les inédits que nous publions donc 2 ans plus tard. Et puis, moi, j'ai accès aux textes qui ont déjà été publiés par le livre de poche pour en faire des éditions grand format qui n'ont jamais existé ou rarement existé. Donc, voilà. Donc, c'est pour cette raison, en fait, qu'on publie plusieurs livres. Donc, à raison de 1 livre par année de Tove Jansson, comme ça, pour les prochaines années. Je ne sais pas combien d'années encore, mais il y en a quand même pas mal. Alors, Martine avait une question sur l'origine du nom La Peuplade. Ah, oui. Donc, oui, allez-y, parce qu'elle peut pas, le micro ne marche pas. Bon, comme je le disais un petit peu plus tôt, quand on a débuté, c'était l'idée de la bande, hein? Donc la petite tribu. On était dans une communauté très, très éloignée. Il y avait l'idée de nomadisme aussi, de créer des événements, de se déplacer, tout ça. Donc, l'idée d'une peuplade, donc une petite bande d'individus qui partagent des choses, un mode de vie. On trouvait que c'était une belle image. Et puis, je suis très sensible justement à la sonorité aussi. Ça appelle quand même à la littérature. Au début, les gens disaient toujours la Pléiade. Donc, il y a comme cette espèce de consonance littéraire au mot peuplade que je trouve beau. Je trouve un peu, on dirait un peu, au Québec, on dirait un peu baveux. Donc, un peu, il y a une notion un peu de bravade là-dedans aussi. Il y a quelque chose de refuser une certaine autorité, d'aller de l'avant là où on a envie, de se déplacer de manière nomade. Donc, c'était un peu à l'origine. Et puis, bon, je trouve ça toujours plus intéressant d'entendre les autres dire qu'est-ce que veut dire le mot peuplade. Donc, pour vous, exemple, c'est quoi pour vous la peuplade? Donc, pourquoi la peuplade? Ça fait du sens. Il y a toutes sortes de récits qui appartiennent aux lecteurs. Et puis, finalement, je crois que c'est la somme de tout ça qui fait du sens. Donc, alors, j'avais une question pour vous, Simon-Philippe. Vous êtes aussi écrivain et vous avez écrit le livre Renard en 2015. Ouais. Bon, écoutez, écrivain, j'ai publié quelques textes. Effectivement, j'ai publié 3 ou 4 livres textes, là, mais, dans mon parcours. J'étais aussi, je faisais beaucoup de peinture aussi. J'ai même eu une galerie d'art à 20 ans. J'étais là-dedans beaucoup avant. Mais je suis moins dans la création. C'est comme si mon œuvre, si vous voulez, était comme devenue la peuplade, en quelque sorte. C'est comme le catalogue, tout ça mis ensemble. C'est très prenant. Ça me demande beaucoup, beaucoup. Puis en même temps, je trouve que c'est très créatif. Donc, voilà. Donc, oui, je parle très peu de mon travail d'écriture. En fait, Renard, c'était un recueil. C'est un livre de poésie en prose. Donc, une espèce d'appel de la forêt, justement, après une grande déception. Une espèce de récit de reconstruction à travers le geste de création, la peinture et la littérature. Donc, je ressemble beaucoup à Gerdir Eliasson, en fait. Donc, dans mes propres textes, je pense que c'est pour ça que j'ai été très appelé par son travail. Là. Donc, une espèce de mélancolie, une grande solitude, une pulsion de création. Voilà, dans ce que je fais. Mais j'écris toujours, mais peu. Donc, je m'aime beaucoup moins, disons, cet aspect-là de ma vie de l'avant. Je crois que mon grand travail de création, c'est la peuplade pour l'instant. Donc, pas de roman en cours d'écriture? Non. Peut-être un jour.
Et j'avais une question sur le côté diffusion au Québec et en France. Est-ce que la diffusion est différente? Oui, très. C'est très différent. En fait, comment dire? Ben, disons, on n'a pas la même place au Québec qu'en France, forcément. Donc, ici, au Québec, tout le monde connaît la peuplade. Donc, c'est pas, donc on est très, très visible. En France, ben, c'est nouveau. Donc, ça fait 2 ans et demi qu'on est présent. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. En même temps, moi, je trouve qu'on fait un succès extraordinaire en France et en Belgique, là, présentement. Je suis vraiment hyper heureux de ce qui se passe. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite que ça. C'est pas du tout le même monde. Donc, l'édition au Québec, c'est pas des groupes, c'est pas des grands groupes éditoriaux. Donc, c'est beaucoup de petites maisons, donc très, très différentes de la France. Donc, on a quoi? Peut-être 70 maisons de littérature francophone au Canada. Donc, c'est quand même beaucoup de petites boîtes. Donc, voilà. Donc, forcément, la diffusion, ben, c'est très différent. Donc, déjà, les journalistes m'appellent pour savoir qu'est-ce qui va... ou appellent Stéphanie qui travaille avec nous pour savoir qu'est-ce qui va sortir. Donc, c'est un autre rapport. Là. Donc, alors qu'en France, ben, là, il faut vraiment essayer de susciter la curiosité, l'intérêt et tout pour chacun des titres. Donc, c'est très différent. Comme je le disais, on travaille avec à peu près 200-250 points de vente au Québec de librairies, alors qu'en France, on est plus autour de 2000 présentement. Donc, c'est vraiment une grande différence sur le volume, sur... Aussi, ben, on a un modèle un peu particulier. C'est peut-être qu'on est les seuls à faire ça, ou en tout cas, on est peu nombreux, mais on imprime en France pour le marché européen, puis on imprime au Canada pour le marché canadien. Et il n'y a aucun objet livre qui traverse l'océan, quoi. Donc, c'est vraiment... donc, tout est géré comme en 2 équipes. Et puis, c'est les mêmes textes, ils sortent le même jour. Donc, c'est vraiment toute une coordination aussi au niveau de l'édition qui est très, très compliquée parce qu'en France, on doit être prêt beaucoup en amont. Donc, plusieurs mois plus tôt, à avoir les textes, à vous faire lire, à faire lire aux libraires, à faire lire aux journalistes très, très tôt. Alors qu'au Québec, on dirait qu'on nous attend 1 semaine ou 2 semaines avant. Là. Donc, c'est un peu... Donc, maintenant, on a pris de l'avance au Québec énormément. Donc, même ça déstabilise les journalistes qui nous appellent parfois et disent « Vous avez fait une erreur sur votre communiqué de presse. C'est inscrit que le livre sortira en octobre, mais en fait, on est juste au mois de juin. » Je dis « Non, c'est bon, il est déjà imprimé. » Donc, mais ce n'était pas le cas avant. Donc, on s'est adapté aux manières, disons, françaises et ça nous a donné beaucoup de marge de manœuvre au Québec pour faire ça. Par contre, ça a été extrêmement difficile pour l'équipe d'y arriver parce qu'on avait comme un 6 mois, si vous voulez, à reprendre. Là. C'était un peu galère, mais on a réussi à le faire. Donc voilà, c'est très, très différent. Et puis... Donc, les dates de publication sont exactement les mêmes au Québec et en France. C'est vraiment un choix. C'était un objectif fondamental à notre arrivée en France. Donc, il n'était pas question de commencer... à dire, OK, ça sort 3 mois plus tard en France. Et aussi, ça nous oblige à réfléchir à notre public lorsqu'on publie un livre. Donc, ça nous empêche aussi de se dire, ah, mais ça va fonctionner au Québec, mais ça ne marchera pas en France, donc, mais c'est pas grave, on ne travaillera pas en France. Non, on travaille vraiment tout ensemble dans un seul bloc pour l'ensemble de la communauté de lecteurs qu'on touche. Donc, je trouve ça très important de faire ça comme ça. Et puis, c'est un peu particulier, ça demande plus de logistique un peu pour l'impression et tout. Peut-être qu'on perd un peu sur les prix d'impression, mais on s'en fout. L'idée, c'est vraiment de l'amener au même jour. Et puis aussi que notre présence en France ne soit pas comme une espèce d'appendice à la maison d'édition, si vous voulez. C'est un peu comme ça que c'est vu par certains collègues qui arrivent en Europe. Je juge zéro, hein, on s'entend, là, c'est juste des différences. Là. Mais moi, je voulais vraiment que ce soit total. Quoi. Donc, si on est en France, il faut que ça fonctionne de manière indépendante. Donc, il faut vendre suffisamment de livres, il faut toucher suffisamment de lectrices, de lecteurs pour qu'il y ait comme une espèce d'indépendance financière à notre présence en Europe, à notre équipe, tout ça. Donc, tu sais, je gère, exemple, 2 comptes différents, donc un en euros pour toute l'activité européenne et puis un en canadien pour notre activité canadienne pour voir aussi la réalité donc, des deux territoires. Donc là, on est vraiment plus dans mon côté gestionnaire, là, mais ça fait vraiment partie de la donne aussi de jouer avec les chiffres comme ça. Donc, dans une maison d'édition. Donc, c'est comme ça que je gère les trucs. Et puis, je trouve ça beaucoup plus sain
Donc, ça nous permet vraiment de se questionner davantage, d'avoir une présence réelle, pas factice, de les faire pour les bonnes raisons. Donc, voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne à Et la donc, Peuplade. je rebondis là-dessus, justement sur la séparation des comptes, comment ça se profile? Est-ce que par rapport au nombre d'habitants évidemment qui est différent, au niveau proportion, est-ce que le marché français est plus intéressant pour vous? C'est récent, donc ça fait 2 ans et demi. Je dirais qu'on arrive presque à 50-50. Donc, en fait, on est un petit peu plus que 50% sur nos revenus en Europe, mais on compte aussi des ventes de droits, donc des partenariats avec des maisons de format poche. On travaille beaucoup avec les maisons poche, donc comme par exemple le livre d'Amérique de Mireille Gagné, notre enjeu de la prochaine rentrée, il est déjà vendu en poche, ça va être publié par Livre de Poche en 2022. Je n'ai pas trouvé encore pour les falaises, j'aimerais bien, mais ça fait partie aussi de la logique, c'est d'assurer une deuxième vie au texte et puis aussi d'amener une notoriété aux carrières des écrivains qu'on diffuse en Europe. Je mentionnais le partenariat aussi avec Tove Jansson, puis le livre de poche, mais il y en a toutes sortes. Ténèbres de Paul Kavzak a été acheté en poche par J'ai lu, qui va être publié aussi dans 1 an et demi. Et puis, il y avait les 5 grandes maisons poche qui avaient fait des offres. Donc, tu sais, c'est toujours intéressant aussi de voir jusqu'à quel point on intéresse, jusqu'à quel point on nous prend au sérieux, jusqu'à quel point on explore notre catalogue. Aussi dans le milieu parisien, germano-pratin de l'édition. Donc, pour moi, c'est très important aussi. Donc, on fait un petit peu plus de revenus en Europe qu'au Québec, mais c'est à peu près 50-50 pour l'instant. Mais forcément, plus ça va se développer en France, je présume, plus on va avoir des revenus importants là-bas. Mais voilà, je dis là-bas, vous êtes là-bas. Salut. Stéphanie? Oui, toujours sur le site, j'ai vu qu'il y avait une collection de courts-métrages qui avait été réalisée à partir de certains romans. Ouais. Et donc, je voulais savoir comment vous fonctionniez. Est-ce qu'il y a des romans qui sont plus cinématographiques ou bien comment vous les choisissez en fait? Et, je trouve que c'est intéressant comme idée de transposer directement un roman. Parce que c'est une collection qui s'appelle Livres vus. Donc, voilà, je trouve ça intéressant. C'est un projet que j'adore. Par contre, il est très, très coûteux. Donc, on avait eu des aides au départ pour créer les premiers livres vus qu'on appelle. L'objectif, c'était d'en faire un systématiquement pour chaque nouveauté. Mais c'est assez lourd, en fait, en production. Donc, on devient comme le producteur de ce contenu-là. Et finalement, notre notion d'esthétique et tout étant ce qu'elle est, on est hyper exigeant. Puis finalement, ça devient comme des courts-métrages en soi. Et puis, c'est comme si je devenais producteur de courts-métrages. Il y a même des festivals de courts-métrages internationaux qui en ont diffusé quelques-uns. Donc, c'est comme un petit peu trop lourd, trop exigeant pour que je le gère au quotidien comme ça. Et c'est très coûteux de travailler avec des bons réalisateurs aussi. Donc, par contre, ce qui est intéressant, donc j'en ai fait peut-être une dizaine et puis par la suite, ça s'est un peu arrêté. Et puis avec le confinement, donc il y a beaucoup d'écrivains qui ont travaillé sur des projets à très faible coût ou carrément avec la webcam, avec le téléphone, tout ça. Des lectures, des trucs qui s'apparentaient beaucoup à ce qu'on faisait déjà, mais avec moins de moyens. Et là, j'ai comme récemment, dans les dernières semaines, eu une espèce de nouveau souffle pour ce projet-là. Donc voilà, ça ne peut pas donc, être trop coûteux parce que forcément, à un moment donné, on a des moyens limités, mais en même temps, puis pas trop lourd non plus sur la gestion des projets. Mais là, comme ça, donc on en a fait quelques-uns avec des lectures d'autrices comme Mireille Gagné, d'ailleurs, vient d'en faire un. Seulement avec un téléphone et tout, c'est super beau. Donc, on a décidé de poursuivre le projet, mais j'aimerais beaucoup le faire systématiquement, mais finalement, je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup d'énergie et puis de capital. Donc, c'est la triste réponse. Marie? Oui, alors moi j'avais une question, j'ai remarqué que sur le site, dans le catalogue, la poésie et la littérature ne sont pas séparées, tout est confondu, et donc je me demandais pourquoi ce choix, et si vous aviez un recueil à conseiller en première lecture de poésie, lequel ce serait? D'accord. En fait, c'est de la littérature, et puis on publie différents genres, autant de la poésie, du roman, des récits.
Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... On a préféré ne pas les distancier nécessairement ou vraiment les placer en collection. Pour entrer dans le catalogue de poésie de la Peuplade, pour se régaler vraiment, Marie-André Gill, comme je le disais un petit peu plus tôt, ses livres sont tous très, très bons. Le dernier, c'est Chauffé dehors. Le premier, c'était Béante. Et le second, c'était Frayé. C'est très, très fort. C'est très, très accessible. Sinon, c'est une bonne question pour entrer vraiment dans le catalogue. En fait, c'est des œuvres comme le dernier qu'on vient de faire, donc, Et arrivé au bout, nous prendrons racine. C'est des textes très ouverts, très, très libres, qui sont vraiment faciles à lire pour entrer en poésie chez nous, mais qui sont très forts, très poétiques, très venteux, je dirais, énormément de force. Donc, c'est un autre texte qui serait intéressant d'observer dans notre catalogue, là, celui qui sort là, dans 4 jours et arrivé au bout, nous prendrons racine, à mon avis. Anne? J'ai une question, en fait 2 questions. La première, c'est au dos des livres, le prix est indiqué en dollars et en euros. Est-ce que le prix du livre est fixé par la loi au Canada et est-ce que les libraires, le prix est imposé? Est-ce que les libraires doivent le vendre ce prix-là? Juste par curiosité. Et la deuxième question, ça concerne les formats poche. Vous avez évoqué le fait que les livres allaient être publiés, l'un chez Livre de Poche, l'autre chez J'ai lu, qui sont des maisons d'édition assez différentes les unes des autres. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'avoir votre propre format poche? Bonne question. Donc, pour le prix des livres, en fait, il n'y a pas de prix unique au Canada. Par contre, il est respecté en général. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait de ce côté-là, mais on n'a pas réussi à se doter d'un instrument comme celui-là. Par contre, il y a une loi qui est encore plus puissante, là, la loi sur le livre au Québec, qui impose aux institutions, donc tout ce qui est collectivité, bibliothèque, médiathèque, même les écoles, donc à s'approvisionner uniquement chez des librairies qui sont agréées par le ministère de la Culture, ce qui veut dire qu'elles doivent payer le plein prix déjà et elles doivent le faire dans un rayon de 100 km, je crois, donc auprès de 3 librairies minimum. Donc, ça assure en fait une présence sur l'ensemble du territoire de librairies vivantes qui résistent aux temps parfois difficiles, ce qui est très, très bien parce qu'en fait, dans toutes les régions, on a des librairies indépendantes maintenant, en fait, depuis des années, depuis les années 80. Donc, ça a vraiment permis à l'édition québécoise d'être bien représentée dans les librairies aussi, mais dans toutes les régions. Sur la seconde question, j'ai un blanc. J'ai beaucoup parlé. Vous disiez... Les maisons d'édition, le poche, le format poche. Oui. Effectivement, les maisons concurrentes d'un groupe à l'autre sont différentes les unes des autres. Le modèle d'affaires que je privilégie, c'est de travailler avec plusieurs maisons d'édition poche. C'est un travail qui est très différent de l'édition en grand format. C'est pas du tout la même chose. C'est pas le même public. C'est pas la même logique commerciale du tout. C'est pas nécessairement les mêmes intervenants non plus. C'est beaucoup travaillé dans des librairies de deuxième niveau, dans les grands centres, dans les FNAC, dans les hypercentres et tout. J'ai pas du tout envie de créer une collection poche pour être bien clair en ce sens que c'est un travail que je pourrais pas faire en proximité, si vous voulez, avec les intervenants. C'est un truc qui m'intéresse moins pour avoir du succès. Parce que je pourrais très bien faire un format poche à la Peuplade et puis le lancer un peu comme ça, mais j'aurais probablement les mêmes intervenants que j'ai présentement, donc c'est pas la bonne idée. Aussi, les grandes maisons poches réussissent quand même à démocratiser des œuvres, donc, et des carrières d'auteurs. D'une façon assez formidable dans certains cas. Pour moi, c'est important pour les auteurs qu'ils puissent avoir accès à ça. Aussi, ça mesure un peu, comme je disais un peu plus tôt,
jusqu'à un certain point, on s'entend. La présence de la peuplade sur le marché français, sur la logique de notre présence, ça nous permet de voir à quel point on est, comment dire, repéré, à quel point on peut faire lire le texte très, très tôt aux pochistes et de voir un peu comment ils vont réagir. Ça nous aiguille beaucoup sur la réception du texte aussi. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est très riche. Il y a même des amitiés qui naissent de ça. Bon, c'est certain que c'est toutes des maisons qui sont compétitrices. Moi, je diffuse avec Gallimard, donc au CDE. Normalement, en théorie, on imaginerait que je vais vers Folio, mais effectivement, Folio a publié Nirlit, 10-18 a publié Homo sapiens, J'ai lu va publier Paul Cavzac et a publié Christian Gué-Poliquin, le livre de poche va publier le livre d'Amérique. Donc, on va vers la maison qui souhaite le défendre le mieux. Donc, qui nous montre ou qui nous prouve, donc avec des avances, entre autres, mais avec surtout des argumentaires qui nous prouvent qu'ils ont vraiment, vraiment envie d'aller de l'avant avec cette œuvre-là et puis que ça va être la maison qui va être la plus à même de défendre ce texte-là en particulier. Donc, c'est vraiment texte par texte. Et puis, donc, voyant comment ça fonctionne, fréquentant beaucoup les bureaux des grandes maisons poches à Paris, je vois le travail qui doit être fait pour vraiment mener à bien l'édition poche sur des grands territoires. Et puis, je n'ai pas du tout envie d'aller de ce côté-là directement. Donc, c'est ma réponse. Merci. Stéphanie? Oui, moi, j'avais une question de lectrice, c'est-à-dire, quand on est éditeur, est-ce qu'on lit nécessairement que ce qu'on publie ou bien est-ce qu'on a des goûts qui peuvent s'étendre beaucoup plus largement? Et sur un de mes posts, en message, Julien Delorme m'avait dit que ses écrivains préférés étaient donc Sandor, c'est Bérengère Cornut. Et donc, je voulais savoir, il n'est pas là pour répondre, pour évoquer sa passion de ces deux écrivains. Mais quels sont les vôtres, du coup? Et est-ce que vous pouvez lire encore d'autres choses que simplement les manuscrits? Bonne question. Oui, en fait, personnellement, en tout cas dans l'équipe, c'est très varié. On réussit tous à avoir nos propres lectures. Pour ma part, moi, je cherche beaucoup les textes scandinaves, donc je ne suis pas dans les manuscrits francophones, donc ça me laisse quand même de l'espace pour lire. Bon, souvent, lorsqu'on fait de la prospection pour des textes étrangers, on va lire souvent que des extraits. Lorsqu'on est vraiment intéressé, on va plus loin, mais donc voilà. Et puis forcément, je lis plusieurs fois tous les textes qu'on publie. Et puis les manuscrits qui nous sont envoyés par nos auteurs de la maison. Mais oui, j'ai du temps pour lire. En ce moment, je suis en train là, justement, avec le confinement, je suis retourné dans ma bibliothèque pour lire des choses que je n'avais pas eu le temps de lire et tout. Et puis là, je suis dans Kafka sur le rivage de Murakami, que j'adore. Très intense. Ça fait partie de mes écrivains préférés. Mais je peux aller vraiment dans des zones très, très différentes. Je vais lire la poésie scandinave lorsqu'elle est disponible en français. Je lis le plus possible en français parce que je lis beaucoup en anglais pour le travail. Donc, vraiment, non. Je pense qu'il y a du temps. Ça dépend. Des fois, l'esprit est pas réceptif à autre chose que les textes qu'on est en train de travailler. Il y a certaines périodes comme ça où j'arrive presque à rien lire d'autre que ce qu'on publie, ou en tout cas des textes qui sont liés. Parce qu'aussi, on va lire beaucoup de textes liés au projet. Donc, souvent, un texte en appelle un autre. Donc, pour être capable de bien en parler, maintenant, on va aller vraiment plus en profondeur dans les textes qui sont liés aux œuvres qu'on va publier. Donc, parfois, c'est toujours intéressant de le faire, mais aussi, on laisse peut-être un peu nos désirs de lecteur de côté dans certains cas. Donc, ouais, présentement, avec le confinement, ça a été agréable. J'ai vraiment pioché autant dans des choses très, très différentes. Là. Donc, selon mon humeur, Riboulet la nuit, Kafka sur le rivage en ce moment, cette semaine, mais aussi, j'avais besoin de lumière. Je suis allé dans du Christian Bobin à un moment donné aussi, juste pour un peu d'espace mental et tout. Donc voilà, c'est un peu c'est très éclectique. Donc c'est difficile pour moi de dire mon écrivain préféré, mais en ce moment, je dirais que le travail de Murakami, j'adore.
Est-ce qu'on peut parler, Simon Philippe, des traducteurs? Est-ce que vous avez des traducteurs attitrés? Ouais, selon les langues. Donc, ouais, c'est très particulier de travailler avec les traducteurs parce que l'objectif, c'est qu'ils deviennent un peu nos conseillers éditoriaux jusqu'à un certain point parce que parfois, les textes ne sont pas traduits du tout en anglais ou donc, c'est très compliqué si on veut vraiment se positionner sur un objet, sur un projet, sur un texte. D'avoir confiance à un traducteur avec qui on a peu travaillé, c'est un peu compliqué. Donc, en Islande, je travaille avec 2 personnes. Donc, un jeune traducteur, Jean-Christophe Salahune, et puis vraiment une grande dame de la traduction, comme je le disais, Catherine Eyolfsson. Pour le danois, je travaille avec certains traducteurs aussi, avec qui je commence à avoir une relation de confiance. Du suédois, c'est la même chose. J'ai 2 traducteurs. Ça dépend. En anglais, j'ai quelques traductrices aussi. J'essaie de travailler toujours avec les mêmes personnes, en fait, le plus possible. Mais parfois, c'est pas possible pour différentes raisons. Mais l'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble sur le long terme. Donc, c'est vraiment ce que je tente de faire avec les collègues traducteurs. Mais bon, parfois, c'est compliqué, mais généralement, on travaille avec les meilleurs. Donc, c'est un peu l'idée. Puis parfois, les meilleurs, ils ont beaucoup de demandes, donc c'est un peu long avant de recevoir les traductions. Et justement, au niveau du nombre d'exemplaires vendus, jusqu'où vous fixez une limite? Est-ce que pour vous, un bon tirage, c'est 2000, 5000, 10 000? La grande question. Pour moi, maintenant, là, disons, avec la présence, juste un petit instant, j'ai justement Marc-Antoine, le lecteur de manuscrits, qui vient de passer en douce chercher des manuscrits dans son sac. Enchanté. Salut bien. Salut. On vous envie, Marc-Antoine. Ouais. Donc, je disais, les tirages, ouais. Ça dépend des livres, en fait. Chaque livre est promis à un destin différent, donc j'essaie de voir le plus clairement possible selon les textes qu'on a à défendre. Donc, il n'y a pas un modèle unique. Par exemple, le lièvre d'Amérique, on l'a tiré à 7000. Donc, pour moi, c'est un tirage important. Mais en même temps, on préfère retirer souvent. Donc, par exemple, les falaises, on retire souvent à coût de 1000. Donc, on préfère faire plus de couvertures. Donc, on fait imprimer plusieurs milliers de couvertures supplémentaires. Et puis, parce que c'est ce qui est le plus long, en fait, avec les pliages, les rabats et tout. Donc, lorsqu'on a besoin de retirage, c'est beaucoup moins cher de travailler avec un inventaire de couverture déjà imprimé. Et puis, c'est beaucoup moins long donc, pour obtenir les textes. Donc, c'est notre façon à nous qu'on a trouvé pour que les retirages se fassent rapidement, de s'assurer une bonne qualité aussi, et puis un prix correct. Donc, mais en poésie, on va imprimer à 1000. Ouais, voilà, c'était ma question. Voilà, ça dépend. Selon le genre, ouais, voilà. Christian Gué-Poliquin, ça va être probablement 10 000 minimum dès le départ. Je sais pas. Ça dépend vraiment si c'est des premiers romans aussi, jusqu'à quel point on se dit, on le met. Il y a aussi des espèces de comment dire, des hotspots, disons, des endroits dans l'année où on peut placer un texte où on sait qu'on va avoir plus d'attention. Donc, ça dépend vraiment de toutes sortes de... En traduction, c'est différent aussi. Donc, mais disons qu'on est autour de 5000 généralement en roman, puis autour de 1000 quelques en poésie. Ça, c'est nos tirages, disons, moyens, je pourrais dire. Là. Puis après, on fait beaucoup de retirages selon le succès des livres. Comment vous expliquez justement cette faiblesse de lecteurs en poésie? Ici, je l'explique par l'éducation, en fait. Parce qu'en fait, ce que j'ai vu au Québec, c'est que ici, on a les cégeps, donc c'est à l'âge de 17-18 ans. Vous avez 2 ans d'études, c'est un peu l'équivalent, c'est après le lycée pour vous, je crois. Hein? Mais donc, il y a 2 années comme ça qu'on doit, c'est un espèce de cursus, on choisit
dans quelle branche on se dirige, sciences humaines, sciences pures. Après, il y a des techniques et tout. Mais bon, il y a un tronc commun d'études qui doit être fait par tout le monde à 17-18 ans. Et les cours de français, ce sont des cours de littérature. Donc, il y a 3 cours de littérature obligatoires. Mais ce qui est génial, c'est que les profs, les professeurs de ces 3 cours-là peuvent faire lire ce qu'ils veulent à leurs étudiants. Donc, il y a énormément de professeurs qui ont commencé à faire lire de la littérature contemporaine québécoise et énormément de professeurs qui ont commencé à travailler la poésie dans les dernières années. Donc, on a vu en fait des jeunes lecteurs arriver à 17 ans, rencontrer la poésie, mais de quelqu'un à qui ils ressemblent, quoi. Donc, des propos qui sont plus proches d'eux, avec des œuvres qui ne sont pas nécessairement des classiques, mais qui sont intéressantes et qui leur parlent. Et donc, beaucoup sont arrivés à la lecture de littérature par la poésie, donc c'est assez étonnant, et deviennent des lecteurs de poésie. Donc, ils sont très intéressés. Il y a des gros lancements de poésie, entre autres à la librairie Le Port de Tête à Montréal. Parfois, on a 200 personnes. On regarde un peu la foule et on se dit, OK, la moyenne d'âge, c'est genre 22 ans. Tu sais, c'est incroyable. Donc, c'était pas comme ça au début, quand j'ai commencé il y a 14 ans, mais c'était déjà là. Il se passait quelque chose. Il y a beaucoup des maisons d'édition qui sont nées à peu près dans la même période au Québec, ont publié de la poésie contemporaine et on a comme fait émerger, si vous voulez, des voix. On les a rendus publics, on leur a donné de l'espace et puis maintenant, c'est des poètes qui sont beaucoup lus. Alors qu'en France, je pense que peut-être qu'ils sont comme peut-être les lecteurs, les jeunes lecteurs peut-être déconnectés de ce qui pourrait leur brancher, si on veut, résonner en eux et ils n'ont pas nécessairement accès à cette jeune poésie. Et cette espèce de jeune poésie peut vous donner envie après d'aller plus loin, d'aller dans les classiques, d'aller dans une poésie, dans d'autres types de littérature. Donc je pense que j'aime entendre ce discours. Ouais. Alors, par contre, je vais vous donner le numéro du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Je pense qu'il a beaucoup à apprendre de vous. Donc, c'est vraiment, je crois que c'est une affaire d'éducation. Et puis, en fait, la belle surprise d'avoir eu plein de maisons d'édition qui sont nées en même temps dans les années 2000, avec une espèce de souffle poétique et puis qui continue pour la plupart encore à être bien vivante. Donc, c'est assez particulier. Et aussi, on peut dire que le Conseil des arts du Canada soutient beaucoup la poésie. Donc, ça aide les éditeurs, ça aide aussi les écrivains donc, à obtenir des bourses d'écriture qui sont généreuses. Donc, voilà. Donc, c'est un terreau qui est assez riche au Québec. Et en termes de manuscrits, est-ce que vous en recevez énormément? Et est-ce que vous recevez principalement des auteurs du Québec ou plutôt de manière générale d'auteurs étrangers? Bon, les propositions étrangères, ça ne se passe pas par manuscrit, donc ça se passe dans des réseaux vraiment professionnels. Donc, les manuscrits sont tous francophones. C'était surtout du Québec au départ, mais maintenant de plus en plus d'Europe. Donc, on reçoit beaucoup d'Européens. Je ne sais pas combien, peut-être 500 manuscrits par année. On refuse les propositions par mail parce que sinon, on en aurait beaucoup, beaucoup plus. Donc, on se dit, bon, on se fait un espèce de filtre comme ça. Il faut imprimer, mettre le cachet de la poste et tout, l'envoyer. Donc, il faut être un peu confiant quoi, avant de se lancer dans la proposition. Donc, on est encore très classique, très, très ancien sur le modèle de réception de manuscrits. Mais on reçoit plusieurs centaines par année. Puis on en publie très, très peu, comme vous pouvez imaginer. Et alors, j'en profite pour poser une presque dernière question. Ce sera sûrement le dernier moment pour poser cette question, puisque le confinement est bientôt terminé, nous l'espérons. Est-ce que cette période de confinement a été un frein? Est-ce qu'elle a été au contraire bénéfique pour pouvoir travailler davantage des manuscrits? Beaucoup d'éditeurs nous disent que ça n'a pas eu d'impact, en tout cas d'éditeurs indépendants et assez petits, nous disent que ça n'a pas forcément eu d'impact sur leur vente. Nous, je crois c'était assez anxiogène au départ. Hein. On s'imaginait qu'est-ce qui va se passer, ça va fermer combien de temps, les librairies sont fermées, il n'y a plus de vente, les cafés, et puis c'est super agréable, j'adore rencontrer les gens dans les cafés, mais si je dois aller prendre un café avec quelqu'un, puis prendre l'avion, faire un transatlantique pour le faire,
c'est un peu too much. Donc, ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié de pouvoir faire beaucoup de choses par vidéo cette fois. Mais bref, voilà. Donc, chacun a géré ça à sa façon, mais je trouvais ça très plein d'humanité, beaucoup de déco. Ouais, j'ai trouvé ça... c'est très paradoxal. Je pense qu'on a tous vécu notre confinement de manière très différente, mais en ce moment, je dirais que ça s'est vraiment bien passé puis que ça a même fait du bien. Puis, bon, il y a un mois, je disais le contraire. Donc, c'est comme chacun a vécu ça à sa façon. Je suis désolé, j'ai été déconnecté totalement. Alors, je n'ai pas forcément entendu ce que vous avez dit auparavant. Bon, je disais qu'on avait été complètement déconnecté pendant le confinement. Non, c'est pas vrai. Non. Mais voilà, donc je pense que voilà, ça s'est bien passé, somme toute, ce confinement. Et si quelqu'un a une autre question, n'hésitez pas. C'est bon? Tout le monde est rassasié? En tout cas, un grand merci d'avoir été là, de poser toutes ces questions. C'est hyper apprécié de vous rencontrer. Vraiment. C'est un grand honneur et un véritable plaisir pour nous, en tout cas, Simon Philippe. Vraiment, merci infiniment. Merci. Voilà, on se voit sur l'île. On se voit sur l'île l'année prochaine alors. Ah ouais. Voilà. L'île de la tentation. Oui, bah évidemment. Bien sûr. À bientôt sur l'île. C'est ça. Merci. Alors, merci à tous. beaucoup. Et merci Simon Philippe. Salut. Merci. Au revoir. Bonne fin de week-end. Bon appétit. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Merci Simon. Merci à vous. Au revoir. Merci Simon et merci Anthony et tout le monde. Hein. Ouais, merci beaucoup, Anthony. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Anthony, au revoir. Bye.